c'était beaucoup d'émotions. Puis il y a eu la concrétisation de cet objectif ultime de la médaille d'or, la première, où là, tu fais, mais là, à la fois, tu es hyper heureux, tu vois, tout est là, en fait, je viens de concrétiser, tout mon investissement de ces dernières années, et c'est dans cette médaille, et en même temps, tu sais, quand t'es athlète, tu penses à cette médaille, tu la veux vraiment, mais tu penses pas du tout à ce qu'il y a après, tu vois. Tu te dis pas, bon, ok, mais quand j'aurai ma première médaille d'or, parce que en fait, c'est déjà tellement énorme de penser à une médaille d'or, surtout, tu te projettes pas après. Et du coup, moi, je me souviens sur ce podium de son vertige, quoi, où t'es là, on te remet ta médaille, tu es là, elle est là, tu t'en as tellement rêvé que ça te semble pas vraiment La vrai. Et en plus, Marseillaise. tu te dis, ouais, et puis après, t'as quand même ce moment où t'es complètement perdu en me disant, mais punaise, du coup, je fais quoi là? Bref, c'était quoi le programme? Il y a plus de programme. Il faut que je réécrive un programme. En même temps, t'as ta famille en face qui est en larmes. Ils ont tous les yeux rouges, je pleure. Et toi, t'es là. Tu vois, c'est un moment qui est hyper puissant. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. On va ensemble aller on prend de la hauteur, on va prendre de l'altitude. Donc vous devinez peut-être que on va aller, je sais pas, quand je dis prendre de la hauteur, de l'altitude, vous imaginez quoi? Du ski de rando, vous imaginez peut-être du parapente. Bon bah j'ai déjà dit le truc, j'ai dit le mot ski, on va faire du ski avec une athlète qui a un palmarès juste époustouflant. C'est Marie Baucher. Marie, bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Comment tu vas déjà? Bonjour, merci beaucoup. Je vais bien. Je suis à la maison, dans le Beaufortin, au calme. En semaine un petit peu de relâche aussi, de préparation physique. Donc, je suis un peu en semaine vacances, donc je suis plutôt reposée et disposée et prête à vous livrer plein de choses dans ce podcast. Ouais, super. Bah, si tu nous livres plein de choses, déjà, Alors, tu nous emmènes dans le Beaufortin. C'est ta région de cœur, de naissance. Raconte-nous un petit peu de la relation que tu as avec cette région, ce territoire déjà. Alors, c'est ma région de naissance. Alors, je suis née à Chambéry, mais j'ai toujours vécu dans le Beaufortin. Mon papa est Beaufortin. On a plusieurs générations au cimetière de Beaufort. Mais ma maman est de la Motte-Saolex. Par contre, j'ai toujours grandi à Villars-sur-Grond. C'est un des villages du Beaufortin. Et c'est devenu une région de cœur, certainement parce que j'ai mes piliers qui sont ici, que j'ai mes bases et mon confort de vie ici, mais aussi parce que c'est un territoire exceptionnel, un terrain de jeu fantastique. Et voilà, je le découvre à chaque fois que je sors de la maison. Donc, c'est plutôt une chance d'être ici et je m'imagine rarement habiter ailleurs. Tiens, bah, si tu veux embarquer un petit peu nos auditeurs là tout de suite, alors il y a peut-être ceux qui écoutent le podcast qui sont dans le métro, tu vois, dans un taxi au milieu des tours de la Défense ou dans je ne sais où d'ailleurs. Si tu avais deux, trois images ou une seule à partager sur cette belle région, vas-y, raconte-nous qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu veux partager. Alors, je vais vous emmener encore plus haut que chez moi. Je vais vous emmener dans l'alpage familial des Bochets. Parce que mes parents sont agriculteurs. Mon papa a un troupeau de vaches de 80 laitières avec son frère Angélique. Et donc, tous les étés, on monte en montagne. On remue avec les vaches. Et on monte à 1800 mètres d'altitude. Et là, c'est des grands alpages verdoyants avec des fleurs plutôt exceptionnel. On a des pâturages vraiment d'exception ici et voilà, quelques montagnes un peu rocheuses un petit peu plus haut qui dessinent un petit peu l'horizon. Et il y a un moment que j'apprécie par-dessus tout, c'est le soir quand du coup, ma maman a créé un refuge avec mon papa dans des chalets d'alpage pour pouvoir avoir une activité là-haut l'été et que la famille puisse vivre tous ensemble sur les 3-4 mois d'estime. Et donc le soir, on se pose sur la terrasse alors que les clients sont en train de manger leur soupe avec mon papa et on mange le polenta au lait au soleil couchant. Et ça, c'est un moment qui est quand même assez exceptionnel. Alors, on l'a pas refait encore cette année, mais c'est des moments voilà, des moments de partage tout simple et dans un environnement assez merveilleux.
pas si les gens connaissent cette région-là, mais là, du coup, on est sur quel versant et qu'est-ce que quand tu vois ce coucher de soleil, c'est quoi? C'est les saisies en face, c'est le genre de station qu'on voit là-bas, non? Alors non, non, on est côté, Non? on est tourné côté Roselin. Alors Roselin, Hmm, c'est le col hmm, qui permet de passer d'Albertville à Bourg-Saint-Maurice. hmm, C'est un col qui est très réputé sur le Tour de France, qui est passé hmm. d'ailleurs cette année. Et donc on voit rien d'autre que des montagnes sauvages. Il y a pas trop d'habitations autres que des chalets d'alpage là-haut sur Hmm. le vallon du Prin de l'Alais. Et voilà, on est vraiment cette petite vallée entre Megève et Courchevel. Un peu. Ici, il y a une petite vallée, un petit cocon qui s'appelle le Beaufortin. Ouais, bah c'est quand même bien connu déjà pour son fromage, donc mais pas que, c'est beau pays. C'est vrai que c'est assez. Tu dis c'est entre deux vallées, deux territoires où il y a une activité, et c'est vrai entre deux. Donc oui, moi je connais un petit peu les saisies, puis après on remonte sur le col, ce col-là, et là il y a un trait bien connu d'ailleurs qui est juste magnifique, c'est l'Ultra Trail du Beaufortin. Pour ceux qui ont envie de vivre un petit peu de ces beaux paysages-là, qui sont en courant ou l'hiver, est-ce que l'hiver, c'est quoi? C'est plutôt des activités nature, parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique, là, et tant mieux d'ailleurs. Mais on va faire quoi? C'est plutôt de la raquette. Qu'est-ce que tu nous invites à faire comme activité l'hiver là-bas? Alors, à Rosemont, il y a pas de remontée mécanique. Hmm, C'est un territoire qui est justement préservé un petit peu de, hmm, de, hmm, de ça en hiver et du coup dans lequel on va rarement en fait l'hiver et qui s'ouvre en fait au printemps. C'est aussi ce qui fait la hmm, beauté de cet alpage, c'est que c'est un endroit qui est très peu couru l'hiver car peu accessible. La route n'est pas déneigée. Mais par contre, en bas dans la vallée, ben, on a quand même 3 stations. hmm, Donc il y a des saisies, effectivement. Moi, j'habite à Arèche aujourd'hui. hmm, Arèche, qui est une station de ski aussi. Et puis, il y a aussi les Contamines. Enfin, on est relié par les Contamines. Et donc, voilà, il y a une vraie activité ski hmm, alpin. Mais il y a aussi beaucoup de ski de randonnée. Parce que du coup, Arèche, c'est un hmm. peu le mec du ski de randonnée. Ouais. Donc, fin juin, il y a un ancien skieur alpiniste. On a pas mal d'amis qui sont en équipe de France de ski alpinisme. Voilà, c'est un sport qui a rythmé pas mal d'hivers et qui rythme pas mal des hivers, notamment avec la course très réputée qui s'appelle la Pyraminte, voilà, voilà, parcourt un peu les montagnes autour du village pendant 3 jours. Donc voilà, on est dans un sport, dans des pratiques très outdoor. Les stations sont des stations, plutôt des stations village assez respectueuses avec peu de grosses constructions, plutôt des petits chalets qui donnent encore, qui gardent le charme de ce village. Hmm. J'allais te poser la question du coup qui suit pour amener ça à ta carrière, puisque tu parles de ski. Et si on tape Marie Baucher, pour ceux qui savent pas tout de toi, qui n'ont pas encore entendu ton palmarès, mais pour autant, je pense que tu as sinon peut-être en France, le plus grand palmarès de ski. Alors de handi ski, tu vas nous raconter ça. D'ailleurs, moi, j'aimerais peut-être commencer par toi avant de parler de ta carrière sportive. Finalement, ce que j'aime bien aussi dans Champion de ma vie, c'est faire extraire de chaque personne un petit peu une singularité. Et toi, si tu devais nous décrire un petit peu ta singularité, comment on te reconnaît toi, en termes de tempérament déjà, de caractère, et est-ce que, pour relier ça avec ce que tu nous disais, est-ce que c'est lié, tu penses aussi à ce patrimoine, en gros, le caractère qui t'a forgé, ce qui vient de ton patrimoine familial, de ces terres que tu nous partages, si on devait te reconnaître en termes de caractère, tu dirais quoi? Marie Baucher, c'est 3 petits points. Je pense que c'est quelqu'un de passionné. Je Ouais, suis ouais. quelqu'un de passionné parce que ça, je pense que ça vient clairement de mon éducation, parce que bah, mes parents Mhm. agriculteurs sont forcément des gens passionnés. C'est des personnes qui ont consacré leur vie à l'élevage de ces animaux et à la production du coup de lait pour le Beaufort. Et c'est des métiers dans lesquels Mhm. faut être passionné, pas parce que pour se lever à 5 heures du matin, un jour de tempête en alpage, faut qu'il y ait Mhm. quelque chose qui te tienne. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai reporté dans le ski. Donc ouais, je pense que je suis passionnée par ce que je fais aujourd'hui, par le ski, mais aussi par la vie, d'une façon générale. Mhm. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt respectueuse. Euh, j'ai un fort caractère, mais je fais souvent les choses dans une forme de respect parce que ce soit du respect des relations humaines ou le Mhm. respect à la nature. Et ça, je pense que clairement, ça vient aussi de l'endroit où j'ai grandi. Euh, parce que voilà, je sais la chance que j'ai d'habiter ici, je sais la chance qu'on a d'avoir un environnement qui est préservé. Et du coup, il y a ce rapport à la nature et à l'humain qui est assez important pour moi. Mhm.
Je pense que c'est déjà pas mal. Mhm. Hmm. Je pense qu'après, je suis quelqu'un aussi d'assez engagé, peut-être. Il y a ces petites Hmm. notions-là, peut-être qu'il faudrait quand même aussi relever. Alors, engagé, alors ça s'est reproduit dans le ski parce que c'est un sport typique d'engagement, parce qu'on pratique une discipline qui va vite, dans laquelle on prend des risques. Donc, moi, l'engagement, Mhm. c'est un peu traduit là-dedans. Et aujourd'hui, je m'engage de façon un peu différente aussi, à travers le soutien d'associations, de projets qui me tiennent à cœur, parce que peut-être que ça rejoint le côté un peu passionné aussi. Hmm. Peut-être aussi, oui, et puis reprendre le Ouais. deuxième point, la relation à l'humain, quand tu parles d'association, d'aider d'autres personnes, et de se rendre peut-être utile aussi pour des gens qui n'ont peut-être pas toutes les possibilités ou je sais pas, facilité de pouvoir accéder à que ce soit le sport, la vie, une vie normale, etc. Euh, Nous, on se connaît un petit peu parce que j'ai eu le plaisir de t'accompagner pendant presque une année sur Champion de ma vie d'ailleurs. D'ailleurs, champion de ma vie pour toi, qu'est-ce que c'est que ça puisque c'est le titre du podcast, c'est le titre aussi de cette formation que tu as suivi avec moi. Mais pour toi, le mot, le terme, au-delà de tout ce qu'on a partagé, qu'est-ce que ça incarne pour toi, comment dire, tu sais, la signature champion de ma vie, ce serait quoi? Alors, c'est assez rigolo de cette formation, et je crois que c'est la première fois que j'ai dit quand j'ai intégré l'équipe, c'est qu'en fait, elle est arrivée à un moment assez opportun pour moi, un moment où j'avais du temps, parce que je me suis pas blessée, mais j'ai dû être opérée. Et donc, c'était un hiver un peu étrange que je vivais. Mhm. Et un hiver dans lequel j'étais vraiment en grande réflexion sur la suite de ma carrière. Et en fait, champion de ma vie, c'est intéressant parce que moi, aujourd'hui, quand on me présente, on me dit c'est Marie Bochet, la championne de ski. Et du coup, je suis une championne de ski. Et en même temps, je suis Mhm. dans un moment de ma vie où Mhm. je sais que je vais vivre une vraie transition Ah. parce que j'ai décidé d'arrêter ma carrière à la fin de l'hiver prochain. Mhm. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on va me définir après? Parce que je suis championne de ski, mais est-ce que je serai toujours championne de ski dans 3 ans quand j'aurai arrêté? Alors, Mhm. je pense qu'effectivement, oui. Mais en même temps, moi, je veux pas vivre sur ce titre-là pendant... voilà, j'ai envie de développer autre chose, de me définir autrement. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir rejoint cette formation à ce moment-là parce que je pense que je serai éternellement une championne de ski. Mais moi, aujourd'hui, j'ai aussi envie d'être championne de ma vie et pas que de ski. Tu vois, il y a un truc, il y a un truc vraiment Ah. intéressant. Et donc, bon, définitivement, cette formation, elle est arrivée à un moment qui était Ah. complètement Un moment de intéressant pour moi. pause. Ouais, 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 d'accord. tout à Ok. fait. Ah, Et même, intéressant. même ça a terminé tout, même son nom, ça me Hmm. filait des choses, quoi. Hmm. Hmm. Ok, ben merci pour cette. Voilà, c'était le bon moment. On dit souvent d'ailleurs dans la vie, c'est des rencontres, c'est des questions de timing aussi. Là, c'était sans doute le bon moment de se rencontrer, d'avoir ce timing-là. Mais effectivement, bah écoute, on va commencer par la championne de ski. Alors voilà, parce qu'effectivement, Marie Bochet, c'est la championne de ski. Qu'est-ce qui t'a fait choisir dans ta plus tendre enfance le ski vitesse, puisque tu en parlais, le ski vitesse, le ski classique entre guillemets, plutôt que le ski de randonnée? Et si je peux me permettre la question du coup, parce qu'aussi tu as un handicap, voilà, on va le dire comme ça. Moi je le dis comme ça, tu le rediras avec tes mots, hein, Marie, évidemment, parce que moi je suis monsieur profane qui connaît pas tout dans l'univers du sport déjà d'une, et puis dans l'univers du ski encore moins, et encore moins dans le handi sport. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que tu choisis déjà cette discipline plutôt qu'une autre? Est-ce qu'elle est venue à toi? Est-ce que c'est toi qui es venu à elle? Comment ça s'est passé? Alors, donc, je le disais tout à l'heure, en fait, j'habitais Mhm. à Villars, qui est juste à côté de Beaufort, et à 20 minutes de la maison, il y a 3 stations de ski. Et donc, en fait, c'est un peu le sport scolaire, le sport régional. Donc, j'ai Mhm. commencé le ski, mais sous toutes ses formes avec l'école. Donc, j'étais toute petite, j'avais 3-4 ans. C'est en maternelle, on monte avec l'école et on va faire du jardin d'enfants. Et en fait, donc, je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et donc, devant moi, j'avais un grand frère qui avait pratiqué le ski comme moi avec l'école et puis qui avait intégré le club des sports. Donc là, c'était au CESI à cette époque. Mhm. Et du coup, j'ai suivi un peu cette race, comme une petite sœur qui suit son grand frère. Et donc, j'ai intégré le club. Alors, en ski alpin, parce que je pense effectivement que le fait que je sois née avec ce petit bout de bras en moins a fait que j'étais peut-être
c'était plus accessible pour moi à ce moment-là de faire du ski alpin. Il y avait une moins grosse différence dans la pratique, je pense, que voilà, je pouvais plus facilement suivre un groupe avec un seul bâton en ski alpin qu'en ski de fond. Et puis, Mhm. je pense que voilà, le sport m'a bien choisi aussi, hein. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Je suis quelqu'un qui est plus puissante qu'endurante. Donc voilà, le ski alpin. Mais j'ai Mhm. pratiqué du ski de fond et j'en pratique encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je suis à la maison et que j'ai un petit jour de repos, je sors les skis de rando aussi. Donc Mhm. voilà, en termes de pratique loisirs, j'ai choisi les sports d'hiver et les sports de glisse. Après, en compétition, c'est effectivement le ski alpin qui a pris le dessus. D'accord. Et après, est-ce qu'on se destine à une discipline plutôt qu'une autre, ou toi, t'es resté, enfin, de ce que j'en sais en tout cas, t'es resté polyvalente, mais pourquoi cette polyvalence? Et puis, d'ailleurs, si on prend les choses de façon chronologique, tu découvres le ski, t'es jeune, c'est quoi? C'est 5 ans? C'est même plus jeune que ça? Ouais, la découverte du ski, la découverte de la glisse, je pense que c'était ouais, aux alentours de 3 4 ans avec l'école. Ouais, très tôt. Euh, ouais, c'est assez tôt, en fait. Mais après, dans le concept, un enfant qui tient debout peut faire du ski. Ouais, bien Il n'est même sûr. pas obligé de marcher, il peut juste Ouais. tenir debout. Donc c'est vrai que voilà, on n'est pas avec des skis aux pieds, mais presque. Euh, Après, je me souviens même plus du début de ta Ouais, question. là, tu vois, je sais que dans le ski, il y a quand même du slalom, il y a du géant, il y a de la descente, Oui, la etc. polyvalence. Et Ouais. toi, enfin, aujourd'hui, enfin, depuis que tu règnes dans le monde du ski, dans ta discipline, t'es très polyvalent de ce que j'en sais. Oui, et ben parce que je pense que je suis une passionnée de ski On y avant revient. d'être une passionnée de Mhm. technique ou de vitesse. Donc j'aime Mhm. vraiment le ski et puis j'ai toujours senti que toutes les disciplines s'apportaient les unes les autres et donc en fait de pratiquer la descente, ça me permettait de gagner un petit peu comment dire en glisse, sur le slalom, de faire du slalom, apporter un petit peu d'explosivité sur la vitesse. Enfin voilà, donc Mhm. en fait, chaque discipline se complète pour moi. Et en fait, j'ai du coup pratiqué le ski en parasport, en paraski. Et Mhm. en fait, le circuit aujourd'hui permet encore aux athlètes de pratiquer l'ensemble des disciplines. Parce qu'en fait, souvent, aujourd'hui, dans le milieu des valides, et ben, en fait, on se spécialise parce que soit le programme est trop, comment dire, est trop dense et donc du coup on ne peut pas enchaîner tous les week-ends de compétition, soit et ben en fait il y a une très grosse concurrence et donc du coup tu es obligé de te spécialiser aussi pour progresser et être au-dessus de la moyenne. Donc voilà, en fait le paralympisme aujourd'hui permettait encore cette polyvalence, ce qui commence à devenir de plus en plus compliqué, notamment sur le plan du calendrier. Mhm. Ouais, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué parce que ça se professionnalise de plus en plus et que ça attire de plus en plus de monde parce que c'est de plus en plus médiatisé aussi. Mhm. Et donc le fait que ce soit plus médiatisé, ça amène aussi plus de monde et donc un circuit un petit peu plus intéressant, enfin pas intéressant en tout cas, un peu plus important, je dirais. Mhm. Mhm. Le ski, tu sais, il y a des disciplines dans lesquelles, bon, tu connais bien Sarah Oramune, mais il y a quelques années, ou même dans le monde du judo, alors là je parle de boxe, mais le sport féminin c'était compliqué de faire sa place. De ce que j'en sais, le ski globalement est un sport féminisé depuis plus longtemps, avec des athlètes qui ont quand même bien brillé dans le sport français. Qu'est-ce qui fait que, selon toi d'ailleurs, le ski est une discipline qui passe bien, enfin je sais pas si tu as un avis là-dessus d'ailleurs, mais comme je sais que tu as été assez positionné sur ces sujets-là, qu'est-ce qui fait que dans le ski, globalement, tu trouves mieux ta place que des femmes dans d'autres sports? Il y a une raison à ça, c'est le poids du passé, ou je sais pas, moi, c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. Tu as un avis là-dessus, ou un regard? Non, c'est vrai que la discipline, elle a quand même laissé émerger de belles athlètes, eux, comme tu dis. Mhm. C'est vrai on voit voilà, on a des skieuses en tête, des sœurs Watchel, Mhm. voilà, des Perrine aussi. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont quand même laissé une trace dans une génération où dans certains sports, on en voit peu de traces féminines. Donc Mhm. effectivement, le ski était quand même plutôt ouvert au sport féminin. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Je sais pas forcément, tu vois, je sais pas si Mhm. c'est pas forcément le sport qui est plus accessible, hein, parce que ça reste Mhm. des disciplines qui sont quand même très exigeantes et puis qui sont très exigeantes physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que on est toujours dehors et du coup soumis aussi aux conditions extérieures. Donc
donc je suis pas sûre que le ski soit un sport facile. Et je pense pas que que ce soit forcément le premier argument du fait que le ski au féminin se soit développé. Peut-être que c'est parce que c'est peut-être une discipline un petit peu plus récente, je sais pas. En tout cas, moi, dans le paraski, c'est un peu mon analyse. Pour pas parler du ski valide, c'est vraiment pour le paraski. En fait, le milieu se développe depuis peu. Et en fait, du coup, c'est développé déjà avec ces prises de conscience sociétales. Tu vois, je Ouais. sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'exprimer. Mais en Si. fait, voilà, on développe le sport dans une société qui commence à prendre aussi en compte Mhm. ces questions-là. Et donc, forcément, on prend directement le pli et il y a moins de différences, je pense, de fait dans le traitement. Mhm. Après, voilà, moi, c'est un peu mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme on grandit en même temps que les prises de conscience sociétales, je pense que ça permet du coup d'avoir un sport pratiqué de façon plus Alors moi, homogène j'ai- et je me permettrai d'avoir une petite analyse là-dessus, mais c'est en t'écoutant que je me fais la réflexion. Mais avant de venir sur ce partage-là que je voudrais, et qui te concerne toi pour le coup, mais quelles ont été pour toi les inspirations? Est-ce que tu as eu des skieurs ou des skieuses qui t'ont... bon, on a bien compris que c'est venu naturellement par rapport à ton environnement, mais quand tu as commencé un petit peu à devenir, à t'exprimer dans cette discipline, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand je vois un tel ou une telle, j'ai envie de devenir comme lui ou comme elle? alors, j'avais plutôt des modèles masculins dans le sport Ah ah, valide, dans le ski ouais, valide. ouais, Il y avait des Bode Miller, à ah l'époque ouais. déjà des Julien Liseraud, un peu Jean-Baptiste aussi Grange, même si ouais, j'étais déjà un petit peu en carrière. Après, Mhm. moi, je me souviens avoir vu Solène Jean-Baquet aux Jeux paralympiques de Turin monter sur son podium. Et je me suis dit, Ouais. ça doit être chouette. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai vu Ah. Solène monter sur son podium à Turin. Et puis, en fait, j'étais avec elle au championnat de France sur le podium en mars juste après. Donc voilà, ouais. En fait, après, dans le paralympisme, il y avait des modèles autant masculins que féminins. Et je pense Ah. qu'aujourd'hui, alors je le dis parce que je le sais, parce qu'on me l'a témoigné, mais qu'aujourd'hui, en fait, moi, je fais partie des rôles modèles un peu dans le Eh ben, on y paralympisme vient. et C'était un de peu la ma ski théorie. paralympique. C'était un peu Non, ma mais c'est théorie sûr. parce que je pense qu'on a besoin de modèles quelque part pour inspirer, pour s'inspirer soi-même. Puis un jour, peut-être qu'on devient une source d'inspiration. Et quand on a, alors le palmarès y contribue, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Effectivement, tu as un palmarès, tu vas nous en parler et comment ça a débuté. Donc là, on y arrive. Mais quand on regarde aujourd'hui, voilà, toutes les médailles et les résultats, que ce soit en Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Championnat du, enfin, tu vas nous raconter ça. C'est quand même assez exceptionnel ce parcours que tu as eu, qui fait que tu es quand même, je pense, on peut dire, le terme une égérie dans cette discipline est plus que cette discipline, au-delà de ça, parce qu'en plus de ça, tu as un certain tempérament. Et voilà, tu parlais des sœurs Guachel tout à l'heure. Rien que le nom, on sait qu'il y a un tempérament derrière, il n'y a pas juste un palmarès, c'est des femmes qui ont du caractère, qui savent se positionner, qui savent s'exprimer et qui savent assumer leurs idées aussi. Et quelque part, si tu permets, on ira un petit peu sur cette voie-là parce que tu as quand même des prises de position qui sont liées à ton tempérament, à tes valeurs et puis aussi tu as parlé de respect. Donc forcément, quelque part, c'est inspirant, j'imagine, quand même pour plein de successeurs, mais aussi pour des médias aussi, et tout simplement une société, comme tu l'as très bien dit, qui évolue. Mais je pense que la société aussi évolue aussi grâce à des gens comme toi. Donc je me permets au passage, parce que tu contribues, comme d'autres dans leur discipline, chacun avec son tempérament, à faire évoluer les mœurs, et je tenais à moi te le dire, parce que, et je pense que je suis pas le seul à le penser, puisque ceux qui vont entendre le podcast diront, mais oui, bien sûr, il a raison, et il faut qu'on a besoin de personnes comme toi. Mais avant que tu arrives à ce résultat-là, ça s'est pas fait sans mal, j'imagine. Quelles ont été un petit peu les différentes étapes pour arriver à arriver finalement au même niveau des personnes qui t'avaient inspiré? Ça a été quoi le cheminement? Alors, il y a déjà un cheminement assez classique, quoi qu'il en soit, qui Mhm, que ce soit doit franchir. C'est déjà l'intégration dans un club. Alors moi, j'ai ouais. commencé par un club valide. Mhm, Après, l'intégration souvent de sections sportives pour pouvoir allier ta scolarité et ta pratique sportive à plutôt haut niveau. Alors au collège, c'est avoir des heures un peu supplémentaires pour pratiquer le sport et puis pour pouvoir aller skier un petit peu plus l'hiver. mhm, mhm, Et puis voilà, donc il y a cette section sportive qui est quand même très importante. Et puis après, l'intégration dans les groupes fédéraux à différentes échelles.
Et moi, à travers ça, du fait de mon handicap, j'ai dû passer ces étapes-là, mais en enfonçant un peu des portes à chaque fois. Parce que, en Mmh. fait, le parasport, donc on parlait tout à l'heure du circuit. En fait, aujourd'hui, il y a qu'un circuit senior international. Il y a pas encore de circuit junior international. Mmh. Donc, en fait, tu évolues dans ton club valide quand tu es petit. Et puis, en fait, dès que tu arrives en e-sport et que tu es capable de faire des performances en paraski, bah, on te parachute sur le circuit international senior avec que des adultes. Donc, moi, en fait, j'ai fait ma première Coupe d'Europe. Je devais avoir 14 ans, je crois. Donc, Mmh. dans une équipe 100% composée d'adultes parce que Solène venait de fêter sa majorité. Donc, voilà. Donc, c'est quand même déjà des choix de vie qui sont quand même intenses. Et du coup, ça a aussi répercuté un peu sur les choix de vie pour ma famille parce que je suis partie la première fois en déplacement et puis en fait, on se rendait compte que c'était pas complètement adapté et que en fait, Mmh. moi, j'étais encore jeune pour être complètement autonome et donc mon papa a décidé de m'accompagner un peu sur les premières étapes internationales. Donc, ça a changé un petit peu le schéma familial aussi parce que du coup, mon père s'absentait, du coup, ma mère prenait un peu sa place à l'étable. Mes frères et sœurs étaient quand même bien sympas parce que ils suivaient un peu le mouvement. Donc voilà, il y a quand même une adaptation qui s'est faite grâce à ma famille à ce moment-là. Il y a aussi eu du coup ces sections sportives qui du coup ne sont pas des sections qui sont organisées par les fédérations, par la fédération française en e-sport, mais par les fédérations valides. Donc pour moi la FFS, la Fédération Mmh. française de ski. Donc voilà, il a fallu faire des négociations parce que j'avais pas forcément le niveau d'un enfant valide parce que forcément du fait de mon handicap, il y avait une différence de niveau déjà à ce moment-là et donc du coup il a fallu un peu argumenter en disant que en fait oui, j'avais pas forcément le même niveau, oui, il allait peut-être falloir adapter certaines choses, mais que j'étais motivée et que ça allait bien se passer et que en fait Mmh. j'ai trouvé des adaptations depuis toute petite pour vivre plutôt normalement. Donc voilà, il a fallu toujours avoir plus d'arguments et convaincre régulièrement. Par chance, au milieu de toutes ces épreuves et de toutes ces portes à enfoncer, j'ai rencontré des personnes qui croyaient fort en mon projet et j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs convaincus et Mmh. convaincants qui ont travaillé Mmh. pour moi sur ces dossiers et qui sont intervenus pour me défendre et puis pour m'aider à franchir ces différentes étapes. Et ça, c'est sûr que moi, j'ai eu cette chance-là. Alors peut-être parce que j'ai réussi à les convaincre et à les emmener avec moi. Mais en tout Mmh. cas, moi, ils ont été aussi d'une ressource précieuse parce que je pense que à ce moment-là, il y a des étapes que j'aurais pas forcément franchies ou j'aurais pas osé franchir si ces personnes-là m'avaient Mmh. pas dit ça peut le faire et on y croit et on y va avec toi, quoi. Donc ça, c'est important. Après, moi, j'ai eu l'impression que ça s'était fait plutôt naturellement parce Mmh. que peut-être j'étais un peu prédestinée à avoir un parcours un petit peu plus compliqué, mais pour autant, voilà, le fait quand même aussi est que j'ai un handicap qui est quand même plutôt léger, même si c'est une différence qui peut faire un peu peur dans un milieu du sport à haut niveau et donc de la performance. Se dire que il y a un bâton de main, se dire que je peux pas faire des épaules jetées ou des choses comme ça. Ça peut vite être des barrières pour certains, mais en fait, Mmh. voilà, ça reste quand même un handicap qui est plutôt léger et ça ne m'empêche pas de faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est aussi forcément important dans ma construction parce que si j'avais eu un handicap plus lourd, je pense que les portes auraient été blindées et donc plus difficile encore à casser. En même temps, tu sais, ça me fait penser un peu aux personnes qui ont peut-être deux options possibles. Tiens, je suis d'une culture immigrée, et puis j'arrive en France avec plein d'opportunités. Mais en fait, le fait de naviguer entre deux cultures, ou toi finalement entre deux opportunités, c'est-à-dire soit le sport valide, soit le sport handi, c'est ce qui peut paraître comme étant un avantage, vu de l'intérieur, c'est souvent, en fait, on n'est ni d'un côté ni de l'autre, on est un peu entre deux. Et dans un côté, je vais avoir des contraintes, et dans l'autre, j'en ai aussi. Donc finalement, c'est peut-être plus compliqué. Donc toi, comment tu vas nous parler peut-être après un peu de ce handicap, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça parle pas à tout le monde, d'ailleurs, hein, ce handicap, d'ailleurs. Même le terme que tu emploies, que je ne connais pas bien, tu vas me le révéler, puisque c'est quand il nous manque un membre, c'est un terme, et tu vas nous raconter ça. Mais toi, sur ces deux océans dans lesquels tu navigues, comment tu trouves ta place, en fait? Je pense qu'il a fallu que je fasse une place dans chacun des océans, quoi. Il a vraiment fallu, Ah oui, ouais. je pouvais pas juste picorer. Je pense que, enfin, j'avais besoin de me sentir bien dans les deux milieux. Et en fait, c'est un peu comme les Mhm. disciplines. Tout à l'heure, on parlait de la polyvalence. Moi, je pense que d'avoir évolué
dans le milieu valide, d'avoir été pris en charge aussi par les fédérations françaises de ski, qui a quand même eu un rôle très important dans ma carrière et dans mon intégration, notamment à la section à Albertville au lycée d'été. Mhm. Et dans la fédération internationale une fédération pardon, handisport qui m'a permis d'avoir cette licence handisport et qui m'a accompagnée dans ma progression, alors là, plus sur les skis, et puis qui m'a permis un petit peu d'accéder au niveau international, qui m'a encadré ensuite sur les Jeux paralympiques. Enfin voilà. Il a fallu en fait que je tire les deux avantages de ce milieu, quoi, de ces deux milieux-là. En fait, je pense que ça, c'était aussi hyper important. Mais c'est vrai que cette sensation de... Alors, je me suis toujours sentie très appartenir à la Fédération française handisport parce que c'est un peu dans mes gènes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Fédération française de ski, il fallait régulièrement... voilà, il fallait... en fait, je pense que la plus grosse étape, c'était cette intégration au lycée d'été à Albertville. Et à partir Mhm. du moment où j'ai intégré ce lycée, j'ai fait partie de la famille du ski valide parce Mhm. que j'ai intégré du coup une génération qui aujourd'hui est en Coupe du Monde, la génération de Clara Direz, Nils Allègre. On est plusieurs, Thibaut Fabreau. Aujourd'hui, il y a plusieurs athlètes qui sont en Coupe du Monde aujourd'hui, qui étaient avec moi au lycée. On a fait 4 ans ensemble. Donc aujourd'hui, en fait, les athlètes de Coupe du Monde sont des athlètes qui me considèrent à leur égal parce qu'ils Mhm. m'ont vu évoluer pendant 4 ans. Donc ça, je pense que c'est aussi hyper important d'avoir intégré une génération dans cette structure-là. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je pense que je reprends à la base, mais cette intégration au lycée a été hyper compliquée. Je crois que, enfin voilà, moi, j'ai pas fait partie de toutes les discussions, mais il y en a eu plusieurs. Et je me souviens d'un moment où, à ma première sortie vélo avec le groupe, il y a un des entraîneurs qui m'a dit, bon, t'as intégré, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et je pense que pendant ces 4 ans, j'ai cherché à faire mes preuves et T'avais quel à âge à ce justifier moment-là ma place. J'avais 16 ans, je sortais juste Ouais. du collège. Ouais, t'arrives dans ce Donc lycée ouais, et j'avais là, 16 d'entrée de ans. jeu, mise à l'épreuve, quoi. Ouais, enfin, j'avais même 15 ans. Mais voilà, Ouais. et donc tu dis, bon, là, il va falloir que je fasse mes preuves. Donc je fais mes preuves. Et à la sortie du lycée, et je pense que c'est une des belles victoires de ma carrière où cette même personne m'a dit, si c'était à refaire, on le referait avec plaisir et sans aucun souci. Et ils l'ont refait pour Mhm. un athlète après, pour Arthur Bauchet. Et du Mhm. coup, ça, c'est... Voilà, alors, je pense que vraiment, pendant ces 4 ans, j'ai réussi à trouver ma place à la Fédération française, dans la Fédération française de ski et eux aussi à se rendre compte qu'en fait, on pouvait faire des choses ensemble. Et donc, depuis, ils m'accompagnent. Mon préparateur physique est mis à disposition par cette fédération. Enfin, voilà, Mhm. il y a beaucoup. Enfin, moi, j'ai toujours appartenu à ces deux fédérations. Enfin, pas appartenu parce qu'on n'appartient à personne, mais en tout cas, j'ai toujours eu la chance de pouvoir bénéficier de pas mal de choses de ces deux fédérations. Et c'est vrai que du coup, des fois, on se dit, ce serait super de pouvoir développer un circuit jeune et en même temps, on se dit, en fait, c'est aussi super formateur pour les jeunes d'être dans des clubs valides aussi parce que du coup, ça te donne des exemples à suivre, ça te Mhm. donne, Mhm. enfin, voilà, et puis ça te donne un caractère, quoi, du coup. Je pense que moi, Mhm. clairement, d'avoir dû faire ma place dans ces deux milieux-là, ça m'a forcément forgé, quoi. Ouais. Ouais. T'avais peut-être des prédispositions, mais ton tempérament à ne pas lâcher, même à 16 ans, tu sens que d'entrée de jeu, tu as ce tempérament à faire tes preuves et à relever le défi, ou ça s'est fait au fil de l'eau, parce que justement, il y avait déjà tu as parlé de la famille qui te soutenait, les copains qui sont devenus un peu le clan, le clan de soutien, de partage, et donc comment tu vois ça avec du recul aujourd'hui? Si j'avais je me revois à 16 ans, mais quand même, j'étais quand même costaud quoi, pour répondre ça, pour m'accrocher. Comment tu vois ça avec du recul? Ouais, j'étais pas costaud, hein, parce que le premier été au lycée, Ouais. je pleurais régulièrement et Ah heureusement, ouais, j'étais dans ouais, la chambre avec deux ouais. copines du Beaufortin avec qui, du coup, j'avais une copine avec qui j'avais commencé le ski. On se connaissait depuis déjà 10 ans Mhm, et heureusement que ces deux copines-là étaient là parce que ouais, c'était pas facile. Il fallait vraiment que j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un. J'avais besoin de... mhm, Puis en même temps, moi, j'étais déjà un petit peu projetée sur le circuit international parce que du coup, je suis rentrée au lycée en juin 2009 et je pars à Vancouver sur mes premiers Jeux paralympiques en mars 2010. Donc en fait, moi, j'étais aussi déjà en décalage avec cette génération lycéenne qui, eux, arrivaient sur le circuit international valide. Et en fait, moi, j'étais déjà sur le circuit international senior avec les Jeux mhm, paralympiques.
Et donc, en fait, j'étais très contente et je savais que c'était ma place et en même temps, j'étais encore en décalage avec eux, quoi. Donc, enfin, voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu en décalage Hmm. avec ma génération, mais voilà, en fait, C'était, c'était aussi ça hyper. t'aspirait quand même, quoi. Ça t'a amené vers le haut, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Mais et puis, je pense que effectivement, de devoir faire ma place, de devoir justifier ma place, ça m'a aussi Mhm. permis bah, voilà, d'être sûre de ce que je faisais, parce que ça n'a pas été. Parce qu'il y a eu effectivement des épreuves, il y a eu des Mhm. discussions, comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, moi, ça m'a forcé aussi à vraiment savoir ce que je voulais, en fait. Parce que si c'est Mhm. simple, tu te poses pas la question, tu fais ton dossier, Mhm. tu intègres le lycée, c'est super, c'est génial, tu passes de bons moments. Si c'est pas facile d'intégrer le lycée et que du coup tu dois mettre en place des choses, que tu dois motiver des gens avec toi, que tu dois derrière faire tes preuves, ben forcément ça t'oblige à être droit dans tes baskets et de te dire bah ok, on fait tout ça, je vous implique avec moi dans tout ça, je vous demande ça parce que moi je veux aller là et je veux faire ça et voilà, et je pense que du coup moi ça m'a forcé à savoir ce que je voulais faire dans ma vie sportive, parce que pour Mhm. autant tout le reste, je suis assez indécise et je travaille là-dessus, mais c'est pas simple de prendre des décisions. Mais Ouais. en tout cas, sur cet aspect-là, c'est sûr que Mhm. je pense que ça m'a forcément aidé à savoir où j'allais. Ouais. Mhm. Comment s'appelle ton papa? Tu as pas souvent parlé de lui et de ta maman d'ailleurs. Alors, c'est Yvon et Françoise. Yvon. Parce que Ouais. si je posais la question à Yvon qui a vécu tout ça, et peut-être à maman Françoise aussi d'ailleurs, mais est-ce qu'elle avait un rêve, ou le rêve s'est construit au fur et à mesure selon eux, tu vois, je te pose la question à toi évidemment, mais avec un peu de recul, si tu prends du recul, tu dis que ce rêve, je l'ai toujours eu, il était en moi, ou non, il s'est construit au fur et à mesure grâce à Yvon, Françoise et tout le collectif qui s'est mis en place, et ça m'a apporté des convictions, mais il y avait quand même cette étoile dès le départ, cette envie, ou c'est ce rêve, cette vision, ça s'est construit, mais tu vois, si on prend le truc à la jeunesse, il y a des sportifs, ils savent pas trop toujours ça, hein. Non, d'autres qui disent, moi, j'ai toujours eu ce rêve-là, quoi, c'était en moi. Qu'est-ce que ça se traduit comment pour toi, ça, cette envie de réalisation et cette conviction, hein? Alors, moi, je pense que non, je l'ai pas toujours su. C'est Je vrai. pense que je pense que j'avais la petite étincelle qui était la passion, où je Mhm. savais que j'aimais vraiment le ski et quand tu me demandais ce que je voulais faire quand je sais pas, j'avais 7 ans, c'était monitrice de ski, tu vois. Et donc, je suis D'accord. arrivée, je suis médaillée, je suis Ouais. plus enseignée de ski. Et ça, je suis Ouais. arrivée à mon rêve d'enfant. Mais je pense pas que je disais que je voulais être championne. Euh, Ah, Parce ouais. qu'on a cette culture dans la famille, je pense, comment dire, de l'investissement, de l'engagement. Et donc, Mhm. quand on prend un projet en main, on y va et on avance, on concrétise. Mais par contre, Mhm. on n'a pas cette culture de la compétition et du Mhm. toujours plus et du toujours mieux et Ouais. de je suis le meilleur, quoi. On n'a pas cette culture-là. Mhm. Et donc, Mhm. on n'a jamais, enfin, moi, j'ai jamais dit que je voulais être championne de ski, je pense. Ouais. Mhm. Et D'accord. ouais, je pense que c'est arrivé assez tardivement, alors un peu avant les Jeux. Je pense que vraiment le déclic, il a été à Turin, justement, en voyant Solène Ouais. sur le podium, où j'ai Ouais. aussi eu la chance d'aller à Pékin. Donc c'était 2008 Pékin, 2006 Turin. Mhm. Et où, voilà, de voir des athlètes sur les podiums, je me suis dit, mais là, en fait, là, ça doit quand même être assez incroyable. Mais du coup, c'était assez tard, en fait, dans mon développement Ouais. d'enfant et assez, en fait, au début déjà de ma carrière internationale, quoi. Ah. Je dirais que ça s'est fait un peu petit à petit. Je pense pas qu'il y ait eu, enfin voilà, et même Ouais. Mhm. mes parents n'ont jamais souhaité que je sois championne. En Mhm. tout Mhm. cas, voilà, eux, dans la vision qu'ils ont de leurs enfants et de ce qu'ils voulaient nous. En fait, ils n'ont jamais eu de projection pour nous. Un exemple typique, donc mes parents sont agriculteurs. En général, les Mhm. exploitations se On transmettent de prend génération en l'exploitation. génération. Enfin voilà, nous, l'exploitation est dans la famille depuis plusieurs Ouais. générations. En plus. Mais ils nous ont jamais poussé à ça, en fait. Et Mhm. c'est pas qu'ils nous ont empêchés de le faire et qu'ils nous ont pas du tout Mhm. orientés vers ça. Ils nous ont juste laisser choisir nos voies à chacun. Et en fait, ben, aujourd'hui, de mes quatre frères et sœurs, à moins que moi je me révèle un jour ou qu'il y en a un qui se reconvertisse professionnellement, c'est pas nous qui allons reprendre l'exploitation. Mais ça veut pas dire Mhm. qu'ils nous ont contraints à pas la reprendre et ils nous ont pas poussé Mhm. ou forcé à y aller non plus. Je pense qu'ils nous ont juste laissé choisir notre voie et après ils nous ont soutenus en nous disant que en gros, si on choisissait Mhm. cette voie, il fallait qu'on y aille et qu'on aille au bout du projet. Je pense que c'était plus dans ce Mhm. sens-là que Mhm. dans le sens je veux que ma fille soit une championne. C'était pas du tout ça. Mhm.
Ok, ah, c'est bien, ça nous éclaire bien et j'aime bien aussi la séquence tout à l'heure où tu dis je me suis retrouvé dans ma chambre à pleurer et c'est pas qu'une seule fois d'ailleurs parce que ça n'a pas été simple déjà d'une, il y a eu des doutes et puis d'un autre côté c'était pas prédestiné, c'était pas écrit quoi donc ça s'est construit, il y a bien le projet, construire et puis ça fait ton environnement pour à partir du moment où tu te dis bah tiens pourquoi pas moi quoi. Ouais. Tu parles de 2006 et surtout 2008. Après, c'est les JO qui ont rythmé les choses ou c'est les coupes mondiales? Comment ça s'est passé pour toi, cette construction de se dire, ça y est, maintenant j'y suis et je vais. Alors, tiens, je vais reposer ma question. Est-ce que pour toi, c'est plus un globe de cristal qui te stimule ou plus une médaille olympique, tiens, à l'époque? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est sûr Les deux. que pour les paillettes, la médaille paralympique, je pense que clairement, quand Ouais. tu pratiques une discipline qui est olympique ou paralympique, Mhm. c'est ta C'est le quête Graal. ultime, quoi. C'est le Graal. Ouais. Mhm. Après, sportivement parlant, pour moi, un globe a une Mhm. toute autre valeur Mhm. et tout aussi important, voire encore plus, parce que Ouais. c'est Ouais. synonyme de régularité, Mhm. de longévité aussi sur une saison. Et ça, Mhm. c'est quand même pas simple, parce que enfin, même si nos saisons sont très courtes, elles sont très denses. Et donc, ça veut dire que pendant 4 mois, tu dois être excellent. Et pour gagner ton globe, tu dois être la meilleure pendant 4 mois, quasiment tous les week-ends, toutes les semaines. Enfin, voilà, c'est quand même. Voilà, Mhm. c'est quand même une signification très importante, le globe. Mais voilà, je dirais que les saisons ont été rythmées par les Jeux parce qu'en fait, le calendrier d'un sport paralympique ou olympique est fait autour de ces Jeux et donc fonctionne sur 4 ans. Le projet technique, le projet, l'organisation de l'équipe et tout ça se fait sur 4 ans parce qu'en général, quand quelqu'un commence une année, il va jusqu'au jeu, quoi. Enfin, et l'athlète, il se projette un peu comme ça, même Mhm. si après, du coup, moi, c'était un peu moins vrai à partir de 2018 où je prenais un peu plus saison après saison sans me projeter forcément sur 2022. Mais voilà, donc je dirais que l'organisation, le squelette de ma carrière se faisait sur 4 ans, mais après, à l'intérieur, bah, après, moi, le problème, Mhm. c'est que quand je fais quelque chose, j'y vais. Et du coup, bah, je faisais pas une saison pour rien, quoi. Et je n'ai jamais pris le départ d'une compétition pour rien. Mhm. Et j'allais toujours chercher plus, quoi. Donc, moi, j'allais chercher il y a une saison, il y a une période où j'allais chercher les globes, les victoires en Coupe du Monde, les médailles au championnat du monde, les Jeux. Enfin, voilà, j'étais dans cette période-là où je dévorais tout, quoi. On va venir justement dans le paralympisme, dans le la discipline, comment tu dis, dans le ski paraski? Paraski, ouais. C'est Paraski. bêtement. Mais en fait, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce bras qui te manque, cet avant-bras. En quoi il est handicapant pour comprendre un peu la technique, hein. Là, on va rentrer un peu dans la technique, mais vu de l'extérieur, tu vois quelqu'un qui fait pas de ski, ce qui est un peu mon cas, hein. Moi, je fais du ski, mais par plaisir. Je fais surtout du ski de rando. Alors, j'imagine bien dans le ski de rando, tu vois. Là, pour le coup, ski de rando, on s'aide énormément des bâtons, on retire les pots, on les remet. Donc, forcément, avec une seule main, ça va être extrêmement complexe. Mais dans le ski, tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qui fait la complexité. Alors, est-ce que c'est plus en descente, pardon, est-ce que c'est plus en slalom, est-ce que c'est plus dans certaines disciplines tu dis peut-être pas des disciplines d'ailleurs, dans certaines. C'est une Comment on dit? discipline? Ouais, Discipline. discipline, En ouais. quoi raconte-nous d'ailleurs allez, vas-y, raconte-nous ce que tu as et en quoi c'était complexe pour toi de pouvoir être au niveau des athlètes valides. Allez, et tu me corriges sur les termes, hein. Moi, j'emploie des mots qui sont Oui, peut-être mais pas moi, bons, tu me j'ai corriges. pas trop de. T'en fais pas, j'ai pas trop de soucis avec ça. Il y a pas beaucoup de termes qui me choquent. Oui, parce que du coup, on n'en a pas du tout parlé. Donc, en fait, moi, je suis née avec une agénésie de l'avant-bras gauche. Donc, c'est Donc, on dit une agénésie, c'est ça? agénésie, ouais, de D'accord. l'avant-bras gauche. Donc, en fait, mon bras a arrêté de se développer au niveau à peu près du coude. Mais il y a un petit doigt qui a quand même poussé. Donc, j'ai pas vraiment un moignon comme on les voit par exemple sur des amputations. J'ai quand même ce petit doigt qui est très important parce que du coup, me permet de faire beaucoup de choses très précises et finalement, mais très utile. Et donc, c'est un handicap voilà, que j'ai développé dans le ventre de ma maman, Mhm. qui a été vu à l'échographie. Parce qu'en général, les agénésies ne sont pas forcément vues, Ouais. et encore aujourd'hui, sur des échographies et sont découvertes à la naissance. Donc ça, je pense que ça a aussi beaucoup aidé à l'acceptation du handicap dans ma famille et à mon Mhm. acceptation après, parce qu'ils savaient que j'allais naître avec cette différence. Et donc, en fait, moi, ce handicap, donc je l'appelle plus une différence Ouais. parce qu'en fait, Différence. le handicap,
moi, je le ressens pas parce qu'en fait, je suis née avec ces 6 doigts et donc j'ai tout appris à faire avec 6 doigts et en fait, pour moi, le handicap, c'est quand tu perds quelque chose et que tu te rends compte de ce qui te manque. En fait, moi, je me rends pas compte de ce qui me manque parce que je me rends pas compte de ce que c'est d'avoir 2 mains. Moi, je crois que je le dis dans mon talk. C'est en gros, mais qu'est-ce que vous faites de 10 doigts? Non, mais vraiment, enfin, voilà, moi j'ai l'impression de faire 1000 choses avec mes 6 doigts et en fait de pas forcément en manquer, quoi. Donc c'est pour ça que moi je parle plus de différence parce que j'en ai jamais souffert et puis parce qu'on ne m'a jamais mis dans des situations dans lesquelles j'en ai souffert aussi. Et, donc voilà, ce petit bras, il est là depuis toujours. Donc moi je me suis toujours développée autour de lui. Et en fait, le fait d'avoir qu'un seul bâton, alors pourquoi j'en ai pas deux? On a essayé déjà, je me souviens que ça avait été un des sujets qui m'avait fait un peu réfléchir et suite auquel j'avais changé de club justement parce que il y a eu un moment où en fait j'arrivais plus trop à évoluer en ski. On allait arriver sur justement le début du slalom où on croise les piquets avec les bras. Et là, les entraîneurs s'étaient retrouvés un petit peu coincés en disant, bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait si t'as qu'un bâton? Comment est-ce que tu peux croiser les piquets? Bah, on essaie d'en mettre un deuxième. Et en fait, on a essayé avec le prothésiste de travailler sur un deuxième bâton. Et en fait, bah, là, ça m'a handicapé. Là, finalement, de m'ajouter un bâton, moi, ça m'a handicapé. Donc là, j'ai dit, bah, en fait, non, oui, je reprends qu'un bâton parce que vraiment, j'étais gênée. Et donc, voilà, c'est la seule fois où on a essayé de mettre 2 bâtons. Et sauf en ski de rando, où là, j'ai un deuxième bâton pour la montée, seulement pour la montée, justement pour faire des conversions. C'est un petit peu plus pratique quand même de pouvoir s'appuyer sur un bâton. Donc voilà, et donc moi, je skie avec un seul bâton depuis cette expérience-là. Et j'ai aujourd'hui quand même une prothèse qui me rallonge un petit peu le bras, qui vient compenser un petit peu le déséquilibre de poids gauche-droite. Alors, pas complètement, mais surtout qui me rallonge le bras, qui me permet de venir croiser justement les piquets en slalom. Et en fait, qui me permet aussi de compenser les petites différences dans ma classification. Parce qu'en fait, en ski, il y a... Là, on rentre dans les termes techniques. Ouais, c'est bien, c'est Accrochez-vous, l'intérêt, je on en pense, a c'est de pour bien une heure. comprendre ça. Ouais, allez. Donc, en fait, Attends, arrête, on a perdu tout le monde. ouais, alors, je vais faire simple, rapide et concis, mais voilà. Donc en ski, en fait, il y a 3 podiums à chaque compétition. Ouais. Il y a le podium pour les personnes malvoyantes, les personnes qui skient debout, dont je fais partie, et les personnes qui skient assis. Et en fait, dans ces 3 grandes catégories, il y a des sous-catégories dans lesquelles on va classer les différents types de handicap. Et donc moi, ma catégorie, attention, c'est les codes de classification, c'est LW682. Et donc en fait, c'est la catégorie qui correspond aux skieurs debout sur de ski avec un seul bâton et amputé en dessous du coude. Amputé ou mal formé en dessous du coude. Et donc, en fait, dans ma sous-catégorie, il y a des personnes qui ont la main, le poignet jusqu'à la main et sans les phalanges, quoi. Donc, en fait, ils ont déjà un bras beaucoup plus long, ils peuvent venir mettre un troisième appui et tout ça. Sauf que on a déjà tellement de sous-catégories que du coup, on regroupe certains handicaps dans ces catégories. Et donc, moi, d'avoir une prothèse, ça me permet de me rapprocher un peu plus des moins handicapés, des handicapés de ma catégorie. Voilà, pour être un peu soft. Et donc, voilà. Et donc, à chaque sous-catégorie, il y a des coefficients. Ça, c'est pour finir l'explication des classifications. Donc, il y a des coefficients en fonction des disciplines. Donc, on a un coefficient qui est différent en slalom, dans vitesse, en descente, en super G, en géant. Parce que l'impact du handicap est plus ou moins lourd en fonction de la discipline qu'on pratique. Et donc, voilà, ça permet de lisser un peu les handicaps et ça nous permet de nous classer tous ensemble sur des podiums et d'avoir du coup des courses avec suffisamment de compétiteurs pour que ce soit intéressant et qu'il y ait un petit peu d'enjeu, quoi. Donc c'est plutôt réfléchi. Après, c'est jamais parfait, mais tous les handicaps sont très différents. Les amputations, même une amputation n'est pas identique, quoi. Il y a des centimètres de moignon en plus en un. Il y a des hémiplégies, donc c'est des paralysies d'un côté du corps qui sont plus ou moins lourdes. Même au niveau des personnes malvoyantes, la vision est toujours différente. Enfin, voilà, il n'y a pas... C'est difficile de faire rentrer des handicaps dans des cases, donc on essaye de faire des cases un petit peu élargies. Voilà, le système est pas parfait et perfectible certainement, mais c'est aujourd'hui celui qui prévaut. Et donc moi, avoir un seul doigt et un seul bras en ski, c'est handicapant déjà au tout départ. Au départ, en fait, c'est à la poussée. Pour la poussée, avoir un seul bâton, un seul bâton déjà à la poussée, c'est énorme la différence. En fait, on avait fait des calculs, on avait fait des tests.
Parce qu'en fait, quand on pointe, ben, on crée de la vitesse et c'est de la Mhm. vitesse derrière qu'on va emmener sur les premières portes. Et donc, du coup, là, déjà, nous, on perd un temps très important sur des personnes qui ont 2 bâtons. Et après, il y a aussi un handicap, du coup, un peu d'équilibration, où en général, alors surtout sur des agénésies, on s'est développé un peu différemment. Moi, je Mhm. sais que j'ai mon côté gauche qui est plus faible que mon côté droit. Donc Mhm. voilà, sur tout ce qui est gainage, angulation, Ah, le côté puissance à gauche gauche, du puissance à corps. Tu droite. parles de tout le Ouais, corps. côté Ah gauche. oui. Bah, Mhm. pas tout le corps, parce que quand même, tu arrives à Mhm. compenser aussi. Donc, Mhm. mais voilà, tout ce qui est bras et tout ça. Et donc, nous, de venir couvrir un appui à gauche, ben, moi, je sais que au tout Mhm. début, j'ai dû beaucoup travailler sur ce sujet-là. Et puis après, en slalom, on a plus de mal à venir croiser les piquets aussi. Donc après, voilà, on trouve des adaptations. Et puis en fait, voilà, mais il y a quand même une différence, quoi. Il y a quand même un handicap. Ok. C'est quoi donc du coup je reste sur la discipline, mais la plus perturbante pour toi ou tu t'es dit, bah du coup c'était plus compliqué et plus long sur cette discipline. Est-ce que c'est la descente ou le slalom par exemple ou géant Perger par rapport à ta différence pour toi, pas par rapport aux autres, hein, mais ceux dans laquelle c'était le vrai challenge et le plus dur quoi. Bah, je dirais que le slalom, quand même, reste la Hmm. discipline qui est la plus complexe et sur laquelle on travaille beaucoup au niveau de la prothèse. Parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à faire ce que je fais à droite avec la main gauche, quoi. Enfin, c'est avec le Hmm. bras gauche. Ce sera toujours compliqué, donc on va toujours chercher à faire mieux. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille régulièrement. Et après, en vitesse, en descente, notamment sur les sauts, il y a aussi un... Et c'est là où, du coup, le gainage a toute son importance. Et c'est là où je te disais, il y a Hmm. aussi un problème au niveau de l'équilibration. Hmm. Parce que sur un saut, ben, moi, je vais rapidement tourner, vriller un peu Ouais. côté gauche. Ouais. Parce que, du coup, en ayant le bâton, le bras à droite, c'est plus lourd. Et donc, du coup, de vraiment rester face à la pente et dans un saut, c'est pas forcément évident non plus. Alors, on n'a pas beaucoup de gros sauts en paraski parce que nous, on est déjà un petit peu désavantagés, mais surtout des Mhm. personnes en fauteuil qui peuvent pas les amortir Hmm. s'envolent et ça peut être dangereux. Donc, c'est vrai que nous, Hmm. on n'a pas de gros sauts, mais quand on en a, moi, je sens que là-dessus, il y a un vrai travail à faire aussi. Ouais. Ouais. Et donc, à partir de quand tu commences à te révéler dans ces disciplines et finalement à briller aux yeux du public, c'est quoi pour toi le déclic, le déclencheur? Alors, le déclencheur, je dirais que ça a été les Jeux de Vancouver. Les Jeux Ouais. de Vancouver où je fais 2 4e places, un petit peu frustrante et Mhm. Mhm. douloureuse, mais je pense nécessaire pour mon développement en tant qu'athlète. Je pense que c'est important de commencer par des échecs pour, encore une fois, vraiment savoir où tu veux aller. Et puis, si tu vis un échec et que ça te fait rien, en général, c'est que ça sert à rien Ouais. d'aller plus loin. Là, moi, ça m'avait quand même bien frappé et ça n'avait pas été très agréable, quoi. Donc, je me suis dit, bah, c'est que j'ai pas envie de subir ça trop souvent. Donc, je vais du coup mettre un peu les watts pour progresser et pour ne pas revivre cette situation-là. Donc, je pense que ça, c'était un élément déclencheur parce que du coup, je me suis dit, bah, en fait, je veux pas me satisfaire d'une 4e place. Donc, finalement, je suis peut-être un petit peu compétitrice au fond de moi. Et puis, du coup, bah, ça s'est révélé l'année d'après sur les championnats du monde à Sestriere où je vais chercher mes premières médailles internationales avec 2 titres de vice-championne du monde et ma première victoire sur un événement de cette ampleur-là en géant. Tu as vraiment le sentiment avec du recul que cet échec t'a forgé, quoi. Vancouver, ça a été pas dans la réussite que tu t'es révélé, ça a été dans la frustration de ces 2 4e places. Et là, tu te dis, ouais, je vais pas laisser ça comme ça. Et là, ça t'a apporté. Ah, tu sais bien les termes que tu employés. Hein, tu parles de watts, ça m'a mis des watts. Tu sens qu'il y a une grosse énergie qui arrive derrière. C'est comme ça que tu l'analyses avec du recul. Ouais, je pense vraiment que Mm. tu vois, je suis pas quelqu'un qui aime la compétition. Enfin là, du coup, en ayant pris la décision de ma fin de carrière, tu vois, je me dis, mais en fait, je vais pouvoir faire du sport sans avoir à me juger, sans avoir besoin de me chronométrer, sans avoir besoin, enfin, tu sais, de ce moment-là, Mm. moi, c'est pas quelque chose qui me fait, j'ai pas besoin d'avoir de challenge, si ce n'est ma propre, comment dire, ma propre réalisation et mon propre dépassement personnel. Donc, du coup, je me suis toujours dit, non, mais moi, je suis pas quelqu'un de compétitrice, quoi. Je suis pas quelqu'un qui aime battre les autres, tu vois, qui a envie de faire toujours plus haut, toujours mieux et tout ça. Je pense que quand même, après Vancouver, ça m'a un petit peu révélé cet aspect-là de ma personnalité, tu vois. En tout cas, dans le Ouais. ski, là, je me suis dit, non, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de gagner, quoi.
Ouais, on sent vraiment dans ton tempérament que c'est toi face à toi-même et tout ce que je peux Mm. faire c'est pas contre moi mais c'est vraiment pour me développer moi et c'est pas contre les autres là où tu as pu progresser du coup dans la suite, quels ont été tes leviers de progression quoi, par rapport à ce que tu avais analysé? Alors je fais quatrième, c'est une frustration, ça reste quand même par rapport aux autres mais je sais que j'ai du potentiel. Sur quoi tu as travaillé sur toi pour justement là faire le cranter comme on dit tu vois et puis tout de suite franchir ce fameux cap là où certains disent ah bah c'est pas fait pour moi, j'abandonne, laisse tomber, c'est trop dur, je suis une merde, je suis nul, excusez-moi du terme, mais c'est vrai parfois dans ces moments-là c'est ce qu'on se dit quoi. Et toi comment t'as ce rebond et qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie à ce moment-là ou comme plan d'action? Mais je pense que tu fais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre Hmm. éducation. Et en fait, c'est un peu, si on s'engage, on fait les choses bien, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu ce moment-là où je dis, bah, en fait, là, si je m'engage dans cette voie-là, c'est qu'il faut vraiment que je fasse les choses bien. Ouais. Et je reviens aussi à mon intégration au lycée d'été. Donc, en fait, moi, je savais que c'était quelque chose qui était bien pour moi, mais j'en avais pas vraiment conscience. Enfin, j'avais du mal à jauger vraiment ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, je pense qu'après Vancouver, je me suis dit, OK. Donc, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait le choix d'aller à l'école l'été, donc de plus monter en alpage. Ça, c'était quand même. Je pense que c'est ça où c'était le plus douloureux. Là C'est tu peut-être pour fais ça des que je pleurais choix, dans ouais, ma chambre. d'accord. Ouais. Ouais. Ah Là, ouais. tu vois, je pense que j'avais pas pris. Tu vois, la première année où je te disais que je pleurais dans ma chambre, c'est que je pense que j'avais pas pris conscience. Enfin, en gros, j'avais fait ces choix-là, mais je savais pas encore vraiment pourquoi. Tu vois. Hmm, Et du coup, mhm, je pense que c'est pour ça que je souffrais du fait d'être en décalage avec ma famille. Je souffrais de ne pas être à plan avec eux, d'être en alpage là-haut, de devoir descendre à Albertville pour étudier au plein mois de juillet. Enfin, tu vois, c'était compliqué. Et je pense qu'en fait, Vancouver, ça m'a permis de me dire, OK, ben, en fait, j'ai raté. Enfin, j'ai raté. J'étais pas mhm, suffisamment prête pour ces jeux. mhm. Donc là, aujourd'hui, je me donne les moyens. Et effectivement, le lycée, c'est bien pour moi. Donc, c'est cool, ça va bien se passer. Et donc, je pense à ce moment-là, en fait, j'ai accepté un peu les choses, quoi. Tu vois, j'ai accepté de faire un peu ces choix-là, de faire ces... C'est pas des sacrifices parce que c'est des choix. Tu vois, je sais ce que ça m'a apporté. Donc, j'aime pas trop ce Ouais. terme de sacrifice, mais je pense que c'est ces choix. Hmm. Ouais, d'assumer des choix. Tu sais, il y a une chanson qui vibre en moi quand j'entends le mot pourquoi. T'as dit, je savais pas pourquoi. Et moi, je pense toujours à bah, tu sais, le chanteur, enfin, le groupe c'était Bronski Beat et le chanteur Jimmy Somerville. Tell me why. Alors, tu sais, tell me why. Et c'est quoi ton why du coup à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu fais tu dis, c'est bon, maintenant j'y vais, je fais ça. Et c'est quoi tu vois, comment tu incarnes ça? Comment tu vois ça? Comment tu le visualises? Tu dis, bon, bah tant pis pour la famille, les vaches, le machin, etc. C'est pas tant pis. C'est juste que je fais un choix, je l'assume, je m'engage, j'y vais au bout. Et là maintenant, focus, tu vois, déterminé. C'est quoi tu vas me dire, j'ai déjà répondu, mais je voudrais vraiment que les gens puissent se dire, c'est vrai quand même quelque part, quand on trouve ce fameux pourquoi, ça change quand même véritablement l'énergie qu'on va mettre dans son projet, quoi. Ça change la donne, quoi. Mm. Mais je pense que clairement le pourquoi, c'était de me dépasser, quoi. Tu vois, de me dire, mais Mhm. là, en fait, j'ai subi, enfin, moi, ouais, non, c'est ça, exactement. C'est que j'ai subi les jeux de Vancouver, tu vois. Je me suis dit, je veux pas subir, quoi. Mhm. Je veux pas Mhm. subir, je veux être maître du truc, je veux contrôler le truc, je veux Ouais. arriver en toute conscience, en toute force, en n'ayant aucun regret parce que j'aurais mis toutes les choses de mon côté, quoi. Mhm. Tu vois, je pense que c'est vraiment Ouais. Clair. c'est ça. Et me dire, bah, ok, je fais mes choix, je les assume, je les suis, j'y vais. Et comme ça, si jamais à Sochi, ça se passe mal, bah au moins, je ne serai pas dans une situation de Vancouver où en fait, j'ai subi la situation, j'étais pas prête, j'étais pas assez entraînée, j'étais pas assez... Enfin voilà, tu vois, tout ça, quoi. Donc, je pense que pourquoi c'était Mhm. En fait, je veux plus subir, quoi. Je veux être vraiment maître de ce qui m'arrive, quoi. Ouais. Et là, du coup, objectif, Sochi, clair, engagé et j'y vais, quoi. Ouais, clairement. Mhm. Mhm. Je pense que, ouais, Rappelle-nous ouais, les dates, clairement. 2012, 2014, 14? Sochi. Ouais, 2014? Ok. 2014, Sochi. Et en fait, c'était drôle parce que, bah, tu sais, on parlait tout à Mhm. l'heure de Mhm. l'organisation d'une vie sur 4 ans. Et en fait, du coup, je parle beaucoup du lycée, mais pour moi, ça a été un élément vraiment très important dans Mhm. ma carrière. Mhm. Et en fait, donc, je rentre au lycée l'année de Vancouver. Je sors du lycée et c'est Sochi, quoi. Donc, en fait, moi, ces Mhm. 4 années de formation, c'était vraiment c'est- cette parenthèse entre les deux, quoi. Tu vois. Quand tu dis 4 années, c'est ce qu'on fait en 3 années dans un cycle normal. Toi, c'est 4 années parce que c'est sport-études, entre guillemets, ou non? Pourquoi tu dis 4 Ouais, années? parce que c'est sport C'est études, ça? ouais, ouais. Sport Du adapté? coup, on D'accord. étale Enfin, un peu la scolarité, d'accord. ouais. Étalé sur une année Donc, de on plus, fait d'accord. 4 ans. Bah, ça, c'était aussi un choix, quoi. Enfin, tu vois, ça fait aussi Ah ouais, partie ouais, bien des sûr, choses. Du déjà. coup, tu passes ton bac, Mhm. tu as 19 ans, quoi. Ouais, ouais. Et là, après, tu arrêtes les études pour te consacrer à ça ou tu continues de mener en parallèle un double projet? Alors, j'ai tenté.
Ouais. J'ai tenté, je m'étais inscrite, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire dans le ski, je trouvais que c'était déjà bien et j'avais un peu du mal à savoir ce que je voulais Mm. faire à côté. Et donc, j'avais commencé une licence éco-G à Grenoble. Mm. Mais en fait, beaucoup trop spécialisée, enfin, pas adaptée en fait à qui j'étais et ça me correspondait pas vraiment. Et puis en plus, du coup, c'était l'année de Sochi, quoi. Donc en fait, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais vraiment très impliquée dans mon projet. Et puis c'est vrai que quand tu sors d'un lycée, d'une structure où tu es 12 par classe, que tu as ton prof qui t'appelle au téléphone pour savoir comment tu vas, enfin voilà, et que tu arrives à la fac, et même si c'était très aménagé, Ouais. ça n'était pas assez. Et puis c'était sur une année beaucoup trop dense pour moi. Et donc après, passe les Jeux de Sochi, ça se passe plutôt très bien. On en parlera, je pense, plus sur l'aspect sportif. Mais donc là, à ce moment-là aussi, j'ai commencé un petit peu à développer, du coup, le travail avec mes partenaires, à Mm. travailler un petit peu avec eux aussi. Et puis, ça me plaisait beaucoup de faire cette relation-là aussi, ce travail avec eux. Mhm. Donc, j'ai laissé un petit peu de place aussi à ça. J'ai quand même fait le dossier pour intégrer Sciences Po Paris, Mhm. la formation continue que Sciences Po Paris propose aux sportifs de haut niveau. Et donc, j'ai mis un pied dedans en faisant quelques modules, en validant certains. Mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un d'engagé, mais par contre, j'ai du mal à m'engager sur plusieurs choses Mhm. sans être à 100%, quoi. Donc là, je sentais que j'étais à 100% sur le ski. J'étais clairement à un moment de ma carrière où il fallait pas que je baisse. Enfin, voilà, j'avais concrétisé des Mhm. choses, mais si je voulais les confirmer, il fallait pas que je baisse d'investissement. Et donc, j'étais très frustrée par rapport à mes études parce qu'en fait, je sentais que je rendais des choses qui me plaisaient pas, que j'arrivais pas à Mhm. faire, à suivre le programme comme je le voulais et qu'au final, ça m'apportait pas grand-chose si ce n'est de la frustration. Donc, j'ai un petit peu diminué mon investissement avec eux et en disant que justement, d'un commun accord, on se recontacterait à la fin de ma carrière, donc d'ici peu. Parce que je pense que voilà, c'est aussi, tu vois, ce besoin de définition, de savoir qui on est et tout ça. Ouais, moi, j'ai besoin, je pense, d'avoir un diplôme universitaire Ouais. pour me dire voilà, je sais pas si on nous dit qu'il y a des choses qu'on valide dans nos carrières, tu vois, mais après, la société française est quand même très Mm. protocolaire et voilà, en fait, tu es quand même toujours Mm. plus reconnu par un diplôme que par tes Mm. compétences acquises pendant une carrière de sportif. Donc, je pense que No, j'ai no besoin aussi de comment. valider. Ouais. Donc, je pense que j'ai besoin. Après, je pense que c'est pas forcément j'ai besoin pour en vivre, mais je pense que moi, personnellement, j'ai Mhm. besoin de me dire que j'en suis capable, quoi. Tu Hmm. Non, après, dans des vois. structures fonctionnaires, enfin de fonctions publiques, des entreprises, de banques, etc., enfin des choses très conventionnelles, des grands groupes, c'est vrai qu'une des clés d'entrée pour les ressources humaines, ça reste le diplôme, les formations certifiantes, qualifiantes, etc. Et si le sportif peut le faire pendant sa carrière sportive, tant mieux. Si c'est compliqué parce qu'on s'est consacré à sa carrière sportive, mais qu'après, il y a cette possibilité, bah, surtout pour toi, j'imagine qu'aujourd'hui, il y en a plein qui vont solliciter si c'est pas sur ce plan. Mais viens, Marie, viens, viens chez nous, j'imagine. Oui, non, mais c'est Euh, sûr que ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a des opportunités qui s'ouvrent et puis mine de rien, enfin moi aujourd'hui je suis pas une femme d'affaires mais j'ai une société en fait, je gère une ouais, bien société. sûr. Le jour j'étais en train de faire ma comptabilité, je me dis mais en fait j'ai pas eu besoin de faire éco-G pour savoir faire la comptabilité de ma société Ouais. donc c'est sûr qu'on acquiert des compétences mais voilà c'est toujours ces On questions. peut faire un petit focus là-dessus parce que bon, on va revenir. C'est bien parce que du coup, ta carrière sportive a été notre fil conducteur. Il y a Sochi, et puis après la suite. Mais donc, forcément, comme tu parles de créer un projet avec des partenaires, etc. Donc, forcément, oui, ils te disent, bah tiens, ok, très bien. Soit tu crées une association, soit tu crées ton entreprise. Et toi, à quel moment tu crées cette entreprise ça se passe quand? Alors en fait c'est une entreprise Hmm. qui gère mes revenus de contrats de partenariat et Ouais. d'image en fait. Hmm. Et donc ça, ouais, l'entreprise, elle est née, je sais même pas te dire. En fait, on a Hmm. commencé avec une association et Mhm. je crois que 2016, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Parce Mhm. qu'il avait fallu à un moment donné que ce soit une société qui la porte Ouais. parce que c'était devenu trop important et puis voilà, que l'association, c'était une association, du coup, comme toute association qui ne doit pas faire de bénéfices, et qu'aujourd'hui, en fait, Hmm. moi, c'est aussi ce qui me permet de vivre. Alors, il n'y a pas que ça, Mhm. hein. Je suis aussi Hmm. athlète qui fait partie des champions de l'armée de champions. Mhm. Et ça, on peut faire une petite aparté parce que c'est Hmm. important et qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas trop ce Bien fonctionnement. sûr. Mais en fait, nous, les athlètes, en France, on n'est pas salariés de nos fédérations, sauf certains athlètes et certaines disciplines. Mais les trois quarts, on n'est pas salariés. Donc, en fait, on n'a pas de statut social si on n'est pas étudiant et si on n'est pas salarié d'une entreprise.
Et voilà, donc on n'est pas professionnel. Et en fait, déjà, on n'a pas de statut social. Et ça, c'est quand même un vrai problème parce que du coup, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de cotisation sociale. Enfin voilà, on n'a pas tout ce qui fait que tu es un citoyen, en fait. Ah Donc oui. on fait du sport, c'est super, on fait vivre Mhm. des émotions dingues aux Français, mais voilà, on est personne, quoi, dans la Mhm. société. On n'a Mhm. pas de diplôme et on n'a pas de statut, bref. Et, Ah, pas et bref, t'as raison, t'as tout à fait raison de le souligner. C'est ce qui nous amènera à parler sans doute de la CAN après. Mais donc du coup, toi, par rapport à ça, vas-y, n'hésite pas à exprimer un petit peu ces ouais. difficultés parce que le sport, on s'imagine quoi, que c'est bon, ça va bien quoi. On voit les réseaux sociaux, et ils ont plein Euh, de followers, tout va bien ou pas d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas, mais qui n'ont même pas de site internet tout ça. Et pour autant, faut bien vivre, faut avoir une sécu, la sécu, la mutuelle et tout ce qui va bien. Donc quoi, comme on sait quels sont les dispositifs pour toi en tout cas. Ouais. Et puis du coup, il y a quand même un moment donné où tu dois aussi te consacrer pleinement. Donc avoir un travail Mhm. à côté, ça te permet pas non plus de passer certains gaps Ouais. nécessaires pour performer. Et donc moi, je fais Mhm. partie de l'armée de champions qui est du coup une des solutions proposées par l'État, qui a été d'ouvrir dans certaines institutions en France des postes pour les sportifs de haut niveau. Et donc il y a l'armée, il y a les douanes, il y a la Mhm. SNCF, il y a l'EDF aussi aujourd'hui qui embauche des athlètes. Peut-être pas EDF, la police nationale. Mais voilà, et donc en fait, on a des contrats de travail. Donc moi, aujourd'hui, je suis fonctionnaire parce que comme je suis en situation de Mhm. handicap, je peux pas être militaire. Mais voilà, j'ai un contrat de travail et en fait, au-delà d'un soutien financier, c'est surtout un soutien Mhm. socialement parlant parce que ça nous donne un statut et ça, c'est hyper important. Et après, on a nos partenaires privés qui sont du coup des marques avec lesquelles on s'associe et à qui on vend notre image alors en échange. Alors moi, ça, c'était vraiment Mhm. quelque chose qui est hyper important pour moi et que j'ai développé assez rapidement. C'est que ces contrats-là, c'était pas juste une signature en fond de page, c'était des contrats dans lesquels il y avait un réel échange. Parce que moi, j'ai toujours eu, on a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur sur la formation, je suis en plus ma vie. Mais moi, dans ma vie d'athlète aussi, des fois, tu signes des contrats et tu te dis, mais en fait, à quel moment, moi, je leur rapporte autant en termes d'image, à quel moment le fait qu'ils Mhm. s'associent à moi, ils arrivent vraiment à le valoriser. Enfin, voilà. Et en fait, ça, moi, c'est toujours quelque chose où j'ai toujours été un peu gênée, entre guillemets, de Mhm. demander des choses à mes partenaires, d'augmenter les Mhm. contrats, des choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagnée pour ça, parce que moi, je suis incapable de demander des choses. Mais en fait, du coup, moi, j'ai toujours proposé en échange soit des interventions avec eux dans leurs entreprises auprès de leurs collaborateurs, soit des projets, enfin voilà, des choses pour que, en fait, moi, ça me permette de justifier un peu mon salaire auprès Mhm. d'eux et Mhm. que, en fait, ça me fasse aussi grandir parce que du coup, ça m'a aussi vachement forgé et formé parce que j'ai rencontré beaucoup de monde à travers ces interventions et puis parce que, du coup, j'ai rencontré différents milieux aussi parce que j'ai des partenaires un peu de tout milieu. Ouais. Et là, pour les sportifs qui nous écoutent, ou alors professionnels ou juste passionnés, hein, parce qu'il y a des sportifs qui sont dans des disciplines qui sont peu médiatisées ou qui sont pas professionnalisées. euh, donc face à ce syndrome, entre guillemets, qui suis-je pour me réclamer des sous, pour demander des sous, ou pour toucher des sous de telle entreprise, telle entreprise privée ou tel partenaire, euh, quelle a été ta démarche toi et comment t'as franchi un petit peu ce cap-là pour dire bah tiens on va écrire un projet ensemble, je vais vous voir, t'avais pas d'agent en plus j'imagine à l'époque, t'en as peut-être eu un par la suite, t'en as eu un d'ailleurs un agent? Oui, enfin, j'ai eu mon Ouais. papa au début. Oui voilà donc bah ouais Et qu'est-ce que voilà. c'était quoi la Ouais, ça, démarche c'était important. avec Je pense que ça, c'est important d'avoir quelqu'un, ouais un ouais intermédiaire. ouais euh, ouais D'avoir quelqu'un en fait ouais, qui fait intermédiaire, qui t'accompagne, qui te ouais permet avec qui tu peux un peu échanger, puis en fait qui gère un peu ces aspects-là. Après, c'était pas le métier de mon papa, et puis il y a un moment donné où ça prenait beaucoup de place et beaucoup de temps, et puis en fait ça prenait Mhm. une dimension haute, notamment au moment où j'ai signé mon contrat avec L'Oréal Paris, où là, quand on a reçu le Mhm. contrat, voilà, je veux dire, juridiquement, il fallait une lecture un peu différente de celle de mon papa. Mhm. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me faire accompagner, mais accompagner par quelqu'un que je suis allée chercher et à Ouais qui j'ai c'est toi qui as proposé choisi. de travailler avec moi. Ouais. Mhm. Et ça, je pense que c'est après, derrière, j'ai été démarchée par plusieurs agences. Et c'est délicat. Enfin, ça, moi, je trouve ça compliqué parce que quand quelqu'un vient me démarcher, c'est qu'il y voit Mhm. comment dire, un business. Et du coup, je trouve que la relation, déjà, elle est pas saine. Et en fait, Mhm. moi, j'ai eu la chance, du coup, de trouver quelqu'un, en fait, qui travaillait de l'autre côté, qui travaillait pour les entreprises, du coup, qui travaillait pour un partenaire dans la signature.
de mon contrat. Et donc, en fait, je lui ai proposé de passer avec moi de l'autre côté et donc de travailler pour les athlètes sur les contrats. Et donc, c'est un projet qui l'a bien motivé. Et puis, du coup, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, avec qui j'arrive vraiment bien à travailler. Et puis, du coup, on a grandi un peu ensemble aussi, parce que du coup, Hmm. elle est née à Jean avec moi, quoi. Donc, du coup, on Hmm. grandit ensemble dans cette relation-là. Et elle me connaît très bien, donc elle est aussi capable de savoir ce que moi j'estime être OK, de ce que je suis capable d'accepter ou pas. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Moi, je suis beaucoup dans la communication parce que c'est pas parce qu'il y a une agent que je suis plus en copie des mails et que je suis pas capable d'y Hmm. répondre quand il y Hmm. a besoin. Voilà, il y a toujours moi, je suis Une toujours vraie pas très loin, mais en tout collaboration. cas, moi, ça me Hmm. permet d'avoir déjà un soutien, un appui de réflexion, de me dire est-ce que c'est OK si on parle là-dessus ou pas. Et surtout, d'avoir quelqu'un de réactif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de choses à gérer, pas mal de trucs en route. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre, de hiérarchiser les priorités, et puis d'avoir un contact direct pour les partenaires. Ça a fait peur aux partenaires. Mes partenaires depuis toujours, quand je leur ai présenté mon agent, m'ont dit Hmm. hop, 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 on me perd la main, Marie va plus être dispo et tout ça. Et au Ouais. final, en fait, ça a professionnalisé un peu notre relation. Mais en fait, ça l'a aussi vraiment simplifié. Donc, moi, je pense Hmm. pas qu'il faut avoir peur de ça. Par contre, il faut juste tomber sur la bonne personne qui vous comprend, qui connaît votre fonctionnement, votre personnalité et qui arrive à vous accompagner là-dedans, quoi. Et surtout Hmm. qui trouve... Enfin, forcément, il y a un intérêt, hein. Moi, aujourd'hui, il y a clairement un intérêt à travailler avec mon profil, mais c'est pas parti de là, quoi. Donc, notre Ouais. relation, elle est très saine par rapport à ça. Ouais, vous l'avez construit ensemble. Hmm. Mm. Bon, j'ai forcément des questions techniques là-dessus parce que c'est pareil, les sportifs pourraient dire bah, tiens, mais est-ce qu'elle t'apporte plutôt l'aspect juridique, l'aspect financier, l'aspect relationnel, l'aspect commercial, etc. etc. Si on veut te questionner là-dessus, est-ce que alors c'est l'occasion qui m'est donnée d'ailleurs de poser la question plus générale. Si on veut entrer en contact avec toi, c'est quoi le meilleur canal de communication pour un sportif qui dit tiens, Marie, ce que tu as dit, ça m'a interpellé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ou me donner une référence, ce genre de choses comment on fait pour ça avec toi? Eh ben, alors c'est moi qui gère mes réseaux, en général, mes réseaux C'est toi sociaux. qui Donc vous gères, pouvez d'accord. Ouais, ouais, à part sur les gros événements, c'est mon frère qui prend la main parce que c'est son métier. d'accord. Donc du coup, c'est lui qui prend la main, mais sinon il est en backstage, il m'aide si j'ai des questions, mais c'est moi qui suis sur mes réseaux. Donc vous pouvez me contacter sur mes réseaux. Et après, c'est drôle parce qu'en fait, justement, on est un peu en train de réfléchir à ça aussi, Mhm. à comment à comment témoigner un peu de tout ça aussi, parce que je suis pas un modèle. En fait, il n'y a pas de modèle. C'est pas parce que Mhm. moi je fonctionne comme ça que ça correspond à tout le monde, mais par contre, il y a peut-être des choses à picorer. Donc voilà, mais Ouais. je reste ouverte et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait de pouvoir un petit peu transmettre cette expérience aussi à d'autres athlètes. Ouais, c'est super Mhm. intéressant, Marie, parce qu'en fait, ce que tu nous dis à l'instant est assez éclairant, parce qu'on pourrait croire que, bah tiens, dis-moi en gros quels sont les modèles en fonction des fédés, des clubs, machin, etc. Bref, dites-nous ce que je dois faire pour pouvoir mieux gérer mon branding, mon business, mon commerce, etc. en tant que SHN ou ex-futur SHN, bref. Et finalement, ce que tu nous enseignes là, c'est que toi, ça s'est construit au fur et à mesure, et aujourd'hui, chacun doit trouver son propre modèle, mais pour autant, toi, la façon dont ça s'est modélisé, la façon, tu sais, le côté un peu pâte à modeler de la chose, ça reste unique et Mhm. chacun fera sa propre pâte à modeler. Mais encore faut-il avoir l'art de bien utiliser ses mains. Si je peux me permettre l'expression, Marie, tu m'en voudras pas. Ouais, tu Sa peux. main, C'est ses main six et doigts, petit pardon, doigt. ses six doigts. C'est Et ça. pour justement construire régir son propre business, parce que finalement, oui, c'est une Mhm. entreprise. Alors le mot business peut être avoir une connotation péjorative, mais c'est ton entreprise. Et là, elle s'est bien construite jusqu'à présent et elle n'est pas finie d'être construite d'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce partage d'expérience. Donc forcément, les questions, si on en a, bah, c'est cool de ta part si les sportifs peuvent changer. Alors d'ailleurs, je pense qu'il y a un autre canal. Alors, je vais aller dessus, mais franchement, j'aimerais bien revenir sur ton parcours parce que quand même, c'est quand même un palmarès qui est juste extraordinaire. Mais puisque la tentation m'est donnée là, de parler un petit peu de toi, ton rôle par rapport à d'autres sportifs. Donc je sais que tu es au sein du comité des athlètes. Comment ça s'est fait ça et qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui au sein de la CAN? Alors, en fait, je suis dans deux commissions des athlètes. Mhm. Je suis dans la commission des athlètes de Paris 2024, du comité Ouais. d'organisation, que j'ai Mhm. intégré en 2018 à la suite des Jeux de Pyeongchang. C'est Mhm. Tony Estanguet qui m'avait sollicité. Mhm. Là, c'est vraiment à la sortie des Jeux. Je pense que c'était le soir de la cérémonie de clôture. Il m'a dit, ça te dirait pas? Mhm. Donc voilà, et ça, c'était vraiment intéressant parce que
parce qu'en fait, ça me donne l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans le backstage de ces événements qui ont fait ma carrière quand même. Parce que moi, je suis pro-jeu. Je suis un produit jeu, même, je dirais. Je suis issue des Jeux paralympiques, mais par contre, toujours du côté athlète. Et j'ai parfois été un peu frustrée sur certaines participations du manque de considération qu'on avait pour les athlètes, justement, qui sont justement les acteurs principaux de ces événements-là. Et voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passait. Et donc, du coup, d'intégrer cette commission des athlètes, ça me permettait de rentrer un petit peu dans l'arrière-boutique de ces événements qui sont énormes et en fait, dont on ne se rend pas vraiment compte tant qu'on n'est pas dedans. Et donc ça, c'était une belle proposition que du coup, j'ai pas mis longtemps à accepter. Et qui s'est révélée être une belle expérience où je pense vraiment que sincèrement que la commission des athlètes de Paris 2024 est écoutée. On est sollicité sur pas mal de sujets. On a déjà fait bouger certaines lignes. Donc c'est quand même plutôt une belle expérience. Et aujourd'hui, alors je crois que c'est l'année prochaine, je crois que toutes les institutions sportives françaises devront avoir une commission des athlètes. Et donc le comité paralympique a créé sa commission ce printemps. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Hein. J'ai vraiment envie de partager et de m'investir et de rendre un peu l'appareil à ce milieu. Après, c'était peut-être un petit peu tôt, je ne savais pas trop parce que j'avais eu une expérience dans la commission des athlètes de la Fédération internationale paralympique où en fait je pense que j'étais pas assez mûre, j'étais encore trop dans ma carrière, j'avais pas assez de recul et donc du coup c'était pas hyper intéressant pour moi à ce moment-là. Mais là, quand le comité paralympique a créé la sienne, je me suis dit, c'est un peu l'occasion déjà d'être là dès le début et donc de donner aussi une énergie, l'énergie que j'aimerais qu'une commission des athlètes ait parce qu'elle a sa création et donc c'est aussi le moment d'impulser les choses. Et du coup, j'ai dit, allez, je candidate. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été élue coprésidente début juillet de cette commission des athlètes du comité paralympique et avec pas mal de beaux enjeux, de beaux projets, parce que aujourd'hui, on est quand même dans un moment qui est important pour le paralympisme en France à la veille des Jeux de Paris. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a un vrai tremplin à saisir, donc c'est hyper stimulant. Ça rajoute encore un petit truc, mais en ce moment, je suis plutôt dans l'accumulation de projets parce que je me sens vivante comme ça. J'ai l'impression que c'est pour éviter la petite mort du sportif peut-être au printemps. Du coup, je remplis en me disant non, mais en fait, j'ai plein de trucs dans ma vie. Mais voilà, non, c'est chouette. Ça, je suis vraiment contente. On a une belle commission avec des beaux athlètes bien motivés. Donc, je pense que ça va être... T'as une action qui te tient plus à cœur qu'une autre, toi, personnellement? Moi, déjà, l'action principale, c'est qu'on est vraiment une voix au sein des instances décisionnaires. Et mon but, mon projet, c'est qu'en gros, on arrive à avoir... qu'on soit le contact des athlètes et qu'en gros, on ne soit pas juste une commission qu'on pose au sommet là-haut et que personne ne peut atteindre, qu'on soit vraiment une commission que les athlètes peuvent contacter pour faire remonter des infos parce qu'en fait, moi, je me rends compte, il y a plein de choses qui dysfonctionnent, moi, de mon côté et dans le fonctionnement de mon institution sportive. Voilà, il y a des choses que je vois, que je ressens. Et en fait, quand je commence à en parler un peu autour de moi, je me rends compte que c'est des choses qui sont assez similaires dans différentes disciplines, dans différentes relations. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, mais en fait, tant qu'on ne se rencontre pas, tant qu'on ne discute pas, tant qu'il n'y a pas ce lien qui est fait, en fait, c'est des choses qui restent un peu ensevelies et qui, du coup, sortent peu. Et voilà, je pense que c'est important que les athlètes reprennent ces contacts-là. Moi, j'ai pas envie de contacter une idée, je veux qu'on soit au contact de ces athlètes-là et que ce soit une opportunité pour les athlètes de s'exprimer et du coup de faire remonter des choses qui semblent être assez généralisées pour pouvoir faire évoluer un petit peu certaines choses, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a tant d'athlètes qui pensent ça, donc peut-être qu'il va falloir qu'on prenne un peu en considération certaines choses. Enfin, voilà. Donc un peu regrouper, ça c'est vraiment ce que j'aimerais, c'est ça, c'est qu'on regroupe en fait et qu'on soit accessible, quoi. Qu'on fasse remonter l'info et qu'on replace du coup les athlètes au centre du truc, quoi. Parce que, les athlètes, les pratiquants, c'est même pas là, on parle pas que du haut niveau, quoi. Là, au niveau du paralympisme, on parle aussi des pratiquants, quoi. Des difficultés d'accès aux pratiques, des difficultés d'accueil dans des clubs, dans des choses comme ça. Donc, ça, c'est hyper important, quoi, de replacer le pratiquant du sport
et pas juste. Des fois, on part un peu sur les enjeux, sur les Ouais. enjeux sociétaux, économiques et tout ça. Je pense qu'il faut aussi juste se dire que le sport, à la base, c'est bon pour l'individu, quoi. Et pas juste Bouger. bon voilà, pour les La finances de certains ou mobilité, autres. bouger, ouais, se connecter avec son corps Exactement. et puis avec que ce soit un corps entier ou un corps différent, en tout cas qu'on puisse bien l'habiter et puis bouger un peu partout voilà, où il y a des structures et c'est pas toujours simple quoi. Ouais. Exactement. Il y a encore plein de choses à faire donc bah, tant mieux, c'est bien en plus tu as du recul, tu as ces années d'expérience derrière toi pour pouvoir bien entre guillemets pas que militer mais agir pour ça. Si on revient à Sochi, tu vois quand même pour là d'un seul coup ça y est, t'es au top. Comment tu vis ces Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un aboutissement ou tu dis non, j'ai encore des choses à faire derrière? Parce que là, raconte-nous Sochi, tu reviens avec combien de médailles? Alors, Sochi, j'en reviens avec 4 médailles d'or. Ouais, c'est incroyable. J'aime bien ce chiffre 4, tu vois. 4, Ouais, 4 médailles d'or. ça Ouais, marche c'était beaucoup de la folie, par Sochi. 4, ouais, effectivement, toi. Ouais, c'est ça. J'ai vu les gilets, les médailles, c'est pas mal par 4, ouais. C'est ça. Non, C'est la c'était de radia, en la fait. folie, Sochi. Ouais. Ouais, c'est clairement une. Alors, forcément, les rageux diront qu'il en manque une. Mhm. Oui, il en manque une, mais en même temps, c'est peut-être celle qui m'a permis d'aller chercher les deux autres, enfin les deux Ah, dernières. ouais. C'est Donc laquelle voilà, qui manque, tiens, c'est dis-moi. Enfin, dis-nous. le slalom. Ah, au Mm. slalom, Le d'accord. Parce que slalom, t'as quoi? ouais, Ta le slalom. descente, le géant, le Super G, super combiné. super G ah, et le combiné, bien sûr, bien le Ouais. combiné. Ok. Et il manque le slalom où là, c'est clairement ma discipline, le slalom à cette Mais époque-là. oui. J'étais vraiment, voilà, et je sors à la quatrième porte, un truc horrible où t'as juste envie de rechausser ton ski et de dire non, mais là, je peux recommencer, en fait, je peux remonter au départ. C'est n'importe quoi, et non, tu peux pas. Donc Mm. voilà, mais c'était, ouais, non, Sochi, c'était de la folie, ouais, c'était au-delà de mes espérances. J'avais gagné 5 médailles d'or au championnat du monde l'année d'avant. Mm. Mm. Mais en fait, je pensais pas qu'au jeu, enfin, vu mon expérience à Vancouver, je savais la dimension qu'avait cet événement, l'impact que ça pouvait avoir sur un athlète. Mm. Donc, je me rendais pas du tout compte. Et puis, en fait, surtout en vitesse, je me sentais pas encore complètement Mm. mûre pour cette discipline. Et puis, en fait, si. Donc, c'était de la folie. T'as 20 C'était de ans, hein, la c'est ça, à cette folie. époque-là? Ouais, j'ai 20 ans. J'ai 20 Ouais. ans et en plus, ça a été un moment qui était dingue parce que j'avais de la famille qui avait fait le déplacement. Donc, Mm. ils étaient une vingtaine, je crois, à Sochi. Ouais. Et c'était fort, quoi, de pouvoir partager ça avec eux. En plus, dans le monde du paralympisme, il y a pas énormément de public le reste du temps. Les Mhm. compétitions ne Mm. sont pas Mm. forcément adaptées pour qu'il y ait des gens qui viennent nous voir. Donc là, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis, il y a eu Mm. la concrétisation de cet objectif ultime de la médaille d'or, la première, où là, tu fais, mais là, enfin, à la fois, tu es hyper heureux, tu vois, t'es Mm. là, en mode, en fait, je viens de concrétiser, tout mon investissement de ces dernières années, et c'est dans cette médaille, et en même temps, tu sais, quand t'es athlète, tu penses à cette médaille, tu la veux vraiment, mais tu Mm. penses pas du tout à ce qu'il y a après, tu vois. Tu te dis pas, bon, ok, mais quand j'aurai ma première médaille d'or, parce que en fait, Ouais. c'est déjà tellement énorme de penser à une médaille d'or, surtout, tu te projettes pas Ouais. après. Et du coup, moi, je me Ouais. souviens sur ce podium de ce moment de vertige, quoi, où Mm. t'es là, on te remet ta médaille, tu l'as, elle est là, tu t'en as tellement Euh, rêvé que ça te semble pas vraiment la vrai. Et en plus, Marseillaise. tu te dis, ouais, et puis après, t'as quand même ce moment où t'es complètement perdu en me disant, Ouais. mais punaise, du coup, je fais quoi là? C'était quoi le programme? Il y a plus de programme. Toi, il faut que je réécrive un programme. En même temps, tu as ta famille en face qui est en larmes. Ils ont tous les yeux rouges, je pleure. Et toi, tu es là. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un moment Mm. qui est hyper puissant. Et après, l'avantage, c'est que du coup, quand tu fais plusieurs courses sur 2 semaines, en fait, tu cours le lendemain ou le surlendemain, quoi. Donc, tu n'as pas trop ce temps de... Tu sais, tu n'as pas cette petite dépression Mm. après avoir atteint un Mm. tel Mm. objectif, quoi. Tu vois, tu es obligé de rester à flot comme ça pendant 2 semaines, quoi. Et par contre, du coup, tu prends pas non plus vraiment le temps de réaliser, quoi. Tu vois, le moment de réalisation, il est très court. Et moi, je me souviens que du coup, après Sochi, ça avait été hyper Mm. étrange parce que j'avais reçu une invitation pour les Laureus Awards. En fait, c'est quelque chose qui est très, très connu dans les pays anglophones, mais très peu en France. Et en fait, une, c'est une sorte de fondation qui organise chaque année une élection des athlètes suivant différentes catégories. Et il y a une catégorie handisport. Et juste avant de partir à Sochi, j'avais reçu un message qui disait,
conviés à participer à la cérémonie à Kuala Lumpur. Vous Hmm. pouvez être accompagné d'une personne en voyage business, machin et tout. Et, tu vois, moi, ça, typiquement, avant Sochi, j'ai Avant en transféré le plus, mail ouais. à mon Ouais. père, quoi, tu vois. J'ai Ah, transféré le mail à mon père. Je lui dis, regarde, je sais pas si c'est une blague ou pas. Puis c'était pas une blague, quoi, on va dire. Et en fait, c'est- c'était drôle parce que c'était juste la semaine après le retour des Jeux paralympiques. Et donc, je me suis envolée en Malaisie avec ma sœur. ah, Et hmm, je me souviens, du coup, on en a profité pour rester un peu quelques jours là-bas. Et j'étais la hmm. tête dans l'eau en train de faire du snorkeling. Et c'était une semaine après les Jeux. Et je me dis, mais attends, là, en fait, j'ai gagné des médailles aux Jeux. Mais en fait, j'ai C'est là que vraiment t'as. réalisé ces Ouais. 4 médailles d'or Ah, ouais. là, quoi, tu vois. Mais du coup, c'était hyper tard. Enfin, tu vois, Et c'est là, pas... tu nous emmènes vraiment dans ton truc, tu vois, et on Là, j'étais s'imagine, tu repartie, vois. là. Mais ça, tu es reparti, c'est ça ta réaction, parce que ça Ouais. pourrait être un peu la peur de la suite. Mais voilà, tu vois, les questions existentielles à ce moment-là, tu fais ton snorkeling, t'as pas de bruit, t'as les poissons, et tu te rends compte que tu as ces 4 médailles d'or, c'est toi, que tu as eu les médias derrière, ce voyage. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi après, dans l'après? Est-ce qu'il y a un Bah, tu moment, vois, tu vois, de justement, waouh? ouais. Bah, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, la vie est folle. Bah, ma vie commence à Ouais, devenir complètement folle. Tu ouais, vois, il y a une ouais. semaine, j'étais sur les skis au jeu. Là, je suis en Malaisie, la tête dans l'eau. Enfin, tu vois. Et là, tu te Hmm. dis, mais attends, là, c'est en train de partir dans une espèce de dimension. Et en fait, c'est assez symptomatique parce que du coup, j'étais là et je me faisais cette réflexion-là. Et en même temps, il y avait ma sœur, tu vois. Et en fait, moi, je pense que j'ai toujours eu besoin d'avoir ces accroches-là. J'ai toujours eu Hmm. besoin de me rassurer auprès de mes proches. J'ai souvent besoin de revenir à la maison. Ouais. Ça, c'est ce qui manque vraiment. Et eux, ils ont eu Hmm. cette capacité tu sais, à pas s'emballer avec moi et à toujours Ouais, me garder sur terre en étant... moi, j'ai jamais été une championne chez eux ou, tu vois, ouais, ouais. je suis juste leur sœur ou leur fille, quoi. Enfin, tu vois. Hmm, hmm. Et ça, je pense que ça a été essentiel pour moi, tu vois. Ouais. Ça, d'avoir C'était cet plutôt ouais, équilibre-là, c'est quelque confortant chose pour qui est... toi. Ouais, Ouais. complètement. Et cet équilibre, pour moi, il est indispensable, quoi. Tu vois, moi, j'ai T'as vraiment jamais, besoin excuse-moi d'avoir du cet terme, équilibre. mais Marie, t'as jamais pété un fusible, tu sais, du genre, tu sais, d'un seul coup t'as le succès, d'un seul coup t'es désiré, t'es demandé, etc. Toi, t'as jamais eu cette sensation de dire, bah attends, c'est bien beau Beaufort, c'est bien beau la famille, c'est bien beau, etc. Je sais que j'y suis bien, mais quand même, tu vois, il y a le côté, les strass, les paillettes et tout, tu déconnectes pas un peu de ton monde, de ton territoire, ton terroir, ce retour aux sources? Ouais, non, franchement, je crois pas. Ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a plusieurs moments dans où en Hmm. fait c'était paillettes à paillettes, quoi. Enfin, tu vois, j'avais Ouais. besoin de Ouais. ce changement et j'ai des amis, tu vois, Hmm. qui me parlent jamais de ski. Enfin, tu vois, Ouais. qui savent que je fais du ski de haut niveau, Hmm. Hmm. mais qui ont pas du tout la notion de ce que ça, ce que ça évoque, ce que ça Hmm. Hmm. représente. Enfin, tu vois. Et en fait, moi, ça, c'est important. Et tu vois, moi, quand il y a des gens enfin, tu vois, que je rencontre et je leur parle un peu de ma vie, de ce que je fais et tout ça, et ils disent, ah Hmm. ben, je suis désolée, je vous connais pas. Je dis, mais tant mieux. Enfin, tu vois, moi, j'ai besoin aussi d'avoir cet Ouais, anonymat. c'est vrai. Non, mais Ouais. enfin, la célébrité, c'est Ah, pas facile. Enfin, tu vois, dans le Beaufortin, des fois, moi, j'aimerais aller jeter ma poubelle en pyjama, quoi. Enfin, tu vois, il y a eu cette période quand même après Sochi hmm. La folie, ouais. où je parlais toujours de ski, où je parlais toujours de... Enfin, où t'as l'impression d'être en boucle, quoi, tu vois. Et ça, c'est Hmm. pas Hmm. facile, quoi. Mais après, non, pour ce moment paillette à paillette, tu vois, il y a un autre Ouais. exemple. Mais du coup, tu vois, typiquement la Malaisie, donc c'était à cet événement. En plus, je reçois le trophée cette année-là et je me souviens, je disais à ma soeur, je dis, mais pas que ce soit moi, faut pas que ce soit moi. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je dis, mais là, je peux pas monter sur scène et parler en anglais en plus. Enfin, tu vois, j'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Et là, boum, je suis élue, tu vois. Et en même temps, la semaine d'après, on avait demandé à se faire un détour par la Thaïlande. Du coup, tu vois, Malaisie-Thaïlande, parce que ma cousine Ouais. était en Thaïlande à cette époque-là. Et en fait, donc on a quitté notre hôtel 5 étoiles au pied des 2 tours de Kuala Lumpur. Et on a Hmm. rejoint ma cousine dans sa petite chambre. On a dormi à 3 dans son lit. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai eu plusieurs comme ça moments où, pareil, une fois, j'ai été invitée au gala de la Croix-Rouge à Monaco. Et puis, Hmm. on rentre avec mon conjoint et on était invité à un mariage d'amis et on a dormi dans notre van sur le parking de la salle des fêtes, quoi. Et c'était le lendemain de notre hôtel 5 étoiles à Monaco. Et en fait, moi, j'ai Hmm. besoin de cet Ouais. équilibre-là, tu vois. Et Hmm. je me sens plus à l'aise et c'est ce qui me rassure
je me sens plus à l'aise à dormir dans mon van que dans un hôtel 5 étoiles, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Même si Même après, j'apprécie, hein, tu vois. ouais, bien sûr. Mais tu vois, même pour des sportifs qui ont peut-être pas encore vécu ça ou qui le vivront peut-être jamais, ils disent, ça doit être trop bien. Mais finalement, c'est rassurant de t'entendre dire, oui, c'est bien de vivre l'expérience, mais ce retour aux sources, c'est ce qui nous ancre, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est dans cet élément qu'on se sent bien finalement. Donc, tu es lucide par rapport à ça et t'es pas tombé dans cette spirale, tu vois, où d'un seul coup, la médiatisation, l'envie de rencontrer Marie, juste d'avoir le selfie avec elle, l'autographe. Ça t'a pas fait trop tourner la tête parce que tu te sentais mieux finalement dans ton univers à toi? Ouais, je pense que et puis mon univers a toujours fait en sorte que je me sente mieux avec eux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Il y a ouais, aussi ouais, ouais. ça aussi où c'était très important, tu vois. Hmm, hmm. Ouais. Du coup, d'être toujours bien accueilli là où j'étais, où j'avais besoin d'être, quoi, tu vois. Hmm, hmm. Ça, enfin, moi, mon entourage a joué un rôle et joue toujours un rôle très important, enfin, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, si je suis capable d'annoncer et d'être très sereine avec l'annonce de ma fin de carrière, c'est aussi parce que je sais que, enfin, ma Hmm. base, elle est solide et elle est là, quoi, tu vois. Sur tout après, donc ça s'est enchaîné, il y a eu Sochi, après 4 ans après, c'est à nouveau une radia. Ouais, mais ça a été aussi très différent parce que c'est une confirmation en fait. Et c'était Ouais. peut-être encore plus dur que Sochi. Parce que Et du oui. coup, on dit souvent que c'est le plus facile, c'est d'arriver au Hmm, sommet. Par contre, d'y rester, hmm, c'est une autre affaire. Et hmm. c'est vrai que moi, à partir de Sochi, je savais que mon objectif, c'était de confirmer, Ouais. confirmer. Et en fait, bah, une deuxième place, c'était pas une victoire. Donc, enfin, moi, je me souviens de soirs de course où je gagne et où on félicite à demi-mot, quoi. Parce qu'une deuxième Hmm, place, c'est une deuxième place pour Marie, c'est pas bien, quoi. hmm, Enfin, tu vois. hmm. Et après, ouais, donc j'ai eu besoin de confirmer. Donc, Pyeongchang, ça a été de la folie, ouais. Ça a été de la folie de Ouais. confirmation. Et puis, en plus, j'avais ce statut de porte-drapeau qui était fou. Parce qu'en fait, je savais que ça me pendait un peu au nez après Sochi. Hmm, hmm, Il y a, les anciens de l'équipe avaient arrêté. Donc, j'étais une des plus médaillées. Donc, enfin, voilà, hmm, si on réfléchissait, c'était quand même... il y avait de fortes hmm. chances que je sois, du coup, porte-drapeau. Et du coup, bah, c'est une charge en plus, c'est de la pression en plus, c'est de la médiatisation en plus. Donc voilà, je savais pas trop si j'acceptais ou pas. Et en même temps, voilà, quand l'occasion se présente et qu'on te le dit vraiment, tu refuses pas. Hmm. Et en fait, j'ai pas du tout regretté. Parce qu'effectivement, il y avait plus de médiatisation, il y avait plus de pression. Et en même temps, il y avait aussi des émotions complètement différentes. Et à Pyeongchang, une approche très particulière de ces jeux parce que du coup, je les vivais avec la délégation et pas au sein de la délégation, quoi. Je les vivais vraiment avec eux. J'ai vécu chaque médaille hyper intensément. Et puis voilà, je sais pas, il y avait un truc qui me portait en plus, quoi. Ouais. Donc ça, Mhm. vraiment, ça a été vraiment important. Et ouais, Pyeongchang, c'est vraiment la fête, quoi. Tu vois, Pyeongchang, Hmm. de confirmer, d'aller chercher cette médaille de slam que j'avais pas eu. Bon, du coup, je En perds le plus. super combiné parce que je tombe au super combiné parce que moi, je peux pas faire des jeux sans tomber. Donc du coup, je tombe forcément, je tombe jamais le reste de la saison, mais je tombe toujours au jeu. Donc voilà, mais j'étais allée chercher cette médaille de slalom. Donc là, en plus, c'était le dernier Hmm, jour, c'était la dernière compétition, c'était la dernière médaille de la délégation. Enfin, tu vois, hmm. j'ai ouvert le compteur, je l'ai fermé. Enfin, c'était incroyable. C'était vraiment de la folie. Ouais, c'était fou. Ouais. Alors c'est vrai qu'on est souvent, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, rythmé par ces 4 années, les JO. Pour autant, toi, il y a eu aussi toutes les compétitions chaque année et tu as eu de nombreux titres de championne du monde. Euh, Finalement, la question qui me vient à l'esprit, j'en ai deux, tiens, qui n'ont rien à voir. Mais la première, c'est quelle serait un petit peu la clé, la méthode, le secret de Marie dans ce côté régularité. Alors on sent qu'il y a du travail, de la discipline, etc. Mais si tu devais, toi, décortiquer un petit peu le truc en deux, trois faits majeurs ou deux, trois enseignements majeurs, tu dirais quoi pour ceux qui sont assez irréguliers, tu vois? Ah, j'arrive pas à être constant. Bah, Marie, raconte-moi, toi, comment tu fais. Et la deuxième question, je la dis maintenant parce que j'ai oublié après, c'est quel est le plus bel endroit de la planète pour toi? Moi, je vais commencer par celui-là. Allez, vas-y. Non, moi, le plus bel endroit de la planète, et pour avoir quand même pas mal voyagé, Bien tu vois, sûr, pour mais ça, ouais. c'est quand Ouais. même le Beaufortin, quoi. Non, mais Ah je suis J'y hyper. crois pas. Non, mais non, mais je suis très, très. Je suis, comment dire, j'ai perdu le Chauvin, on terme, dit non, c'est ça, non? chauvine, ouais, je suis très, très Chauvine? chauvine, peut-être. Mais en vrai, hein, c'est vraiment très beau. Non, mais Ah ouais. C'est en là fait, où moi, tu étais bien, quoi. ouais. Mais en fait, c'est même objectivement, c'est très, très beau. Enfin, là, j'étais dans la voiture avec Christian Prudhomme sur le Tour de France et il dit, Ouais. je pense que c'est un des plus beaux endroits du Tour.
Et c'est Ouais. vrai, non, mais le lac de Rosan, c'est de la folie, c'est un Je dis, petit joyeux. je dis Non, la, mais, je dis la même chose de mon Jura. Moi, je dis la même chose. C'est le plus belle. Quand je non, m'y mais le retrouve Jura, ici, je c'est suis très trop beau. bien. Non, mais alors, non, mais le Jura, c'est très beau. Non, mais il y a des très beaux coins Ouais, sur la on planète, a de enfin, la vraiment. Et chance. Hmm, j'ai quand même bien voyagé, j'ai vu pas mal hmm, de coins. Il y a de très beaux coins en France, surtout. Ça, c'est hyper important hmm, de le dire, parce que moi, je hmm, découvre toujours des coins assez merveilleux en France. Mais je pense qu'effectivement, le Beaufortin a ce petit supplément d'âme parce que j'y ai grandi et parce que ça signifie autre chose pour moi. Mais c'est quand même très beau. Bref. Et donc, la question d'avant, moi, je l'ai oubliée, du coup. Je l'ai pas oublié. Mais je... tu vois, parce qu'en fait, je vais y revenir, hein, t'inquiète pas. Mais sur on parle souvent du Canada, enfin l'Est canadien qui est absolument magique. Tu vois ce que c'est une notion de liberté, c'est des paysages. Tu vois, tu fais 10 mètres, Hum. tu vois autre chose. Enfin, j'exagère, mais c'est très varié. Et... Non, tu vois, t'as pas. Sans déconner, quoi. Ça, le but, c'est pas que tout le Si, monde non, aille mais là-bas, mais. en ski, moi, Ouais, Whistler, c'était de la folie. ouais. La station de Whistler, j'ai des souvenirs. En plus, c'était les pré-jeux, c'était l'année avant. Moi, je faisais pas encore de la vitesse, donc les jours de vitesse, j'étais allée skier en libre avec mon père et il avait neigé. Il y avait de la neige fraîche, de la vraie neige fraîche Hein, américaine dans hein. un espace incroyable et un domaine. Enfin voilà, tu pouvais prendre 10 pistes pour arriver au même endroit, quoi. C'était de la folie. Donc, ouais, Whistler en ski, c'était dingue. On est où là? Whistler, c'est Vancouver. C'était la C'est station de ski Vancouver. de Vancouver. Hmm, Ouais, c'est ok, quand même pas mal. d'accord. Oula. Ouais, Et c'est. j'ai retrouvé la question, Ah, c'était ouais, ouais. Je t'ai emmené dans un autre c'était endroit et puis du coup, ça revient. ouais, c'est ça. Allez, la Et je sais régularité de pas trop Marie. comment Hmm, comment définir ça. Je pense il y a hmm, clairement une notion d'investissement, mais hmm, d'investissement global, quoi. Tu vois, hmm, moi, c'est vraiment j'ai tout mis au diapason pour mon objectif, quoi. Tu vois, je laissais pas grand-chose au hasard. Ça, hmm, c'est enfin, je le laissais, non, je vais le mettre au passé parce que je m'autorise aujourd'hui à le faire un peu différemment aussi, tu vois. Mais mhm, pour atteindre ces performances-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément les mêmes ambitions, mais pour atteindre ces performances de régularité et de polyvalence, il y avait vraiment ce contrôle globalisé. ouais. Mais du coup, il a fallu que j'apprenne aussi derrière à lâcher un peu prise sur certains trucs, parce que je me suis pris un peu des murs aussi, tu vois, à vouloir tout contrôler aussi. Il y a un moment donné où tu Mhm, peux pas, quoi. Donc, c'est aussi important d'avoir un lâcher prise, mais dans un second temps, quoi, tu vois. mhm. Quelles ont été les personnes clés alors du coup dans ce dispositif? Parce qu'il y a toi, mais j'imagine qu'il y a la délégation sur certains sujets, si on parle de la performance pure, quelles ont été les personnes vraiment, comment dire le terme, qui ont, ouais, j'ai dit clés tout à l'heure, mais les personnes, tu vois, sans qui ça aurait pas été le même résultat, tu vois. Ouais. Moi, je vais pas reparler de ma famille, parce que je pense que vous avez bien compris l'importance Allez, bah c'est bien, c'est de le mes premier, c'est proches. la famille, bien sûr. La Mes confiance, cercle proches, de quoi. Enfin, tu vois, confiance. mes Ouais, proches, amis proches aussi. ouais, On a quand ouais. même un coach, enfin un manager qui est arrivé en 2011, donc à peu près au moment où moi aussi j'ai éclos, et qui Mhm, a réussi alors qui a pris la suite d'une première amorce de travail, mais qui a réussi à impliquer un peu plus de professionnalisme mhm, dans le milieu, un peu plus de structuration, qui a apporté un mhm, staff à faire comprendre dans la fédération, parce que nous, le siège de la fédération e-sport est à Paris, parce que c'est une fédération mhm, multisport, donc à mhm, faire mhm, comprendre un peu les enjeux et les besoins des disciplines d'hiver. Donc ça a mhm, été important. Euh, et moi, il y a des rôles, tu vois, des gens de l'ombre, alors que des fois qu'on met mhm, un peu en valeur, mais mhm, les techniciens et les kinés, pour moi, c'est des personnes qui ont toujours été des confidents, des personnes très proches dans mon fonctionnement. Les kinés, c'est les mhm, seules personnes, tu vois, avec qui tu as un mhm, contact en tête à mhm. tête. Tu vois, si tu pars 2 semaines Ouais, en équipe, c'est la seule personne avec qui tu es au calme pendant une demi-heure, avec qui tu peux ouais, échanger, avec qui tu peux parler, tout ça. Ça, c'est des personnes qui connaissent les athlètes, mais comme jamais. Et ouais, moi, j'ai eu une kiné en particulier qui est aujourd'hui ma meilleure amie. Je suis la maman de son ouais. filleul. Enfin voilà, et cette relation, elle a été dingue. Elle était avec moi en chambre à Sochi. Elle a été là. J'ai demandé à ce qu'elle soit là à Comment elle Pyeongchang. s'appelle? Elle était là à Pyeongchang. C'est Clara. Clara? Et Clara, voilà, c'est un peu, elle symbolise un peu ces Ouais. relations de ces Mhm, personnes qui se vouent corps et âme pour nos mhm, performances aussi, parce que c'est, moi, des fois, pareil, hein, je prends un peu de recul dans l'équipe et je me dis, mais ces personnes-là, les coachs, les kinés, les techniciens, ils ont le même rythme de vie que nous parce qu'ils partent autant. Alors, ils mhm, s'entraînent moins quand ils sont chez eux, mais pour autant, ils nous suivent pour que nous, on puisse performer, pour que nous, on puisse exceller et que
nous, on puisse prendre la lumière, quoi. Et c'est des personnes qui sont en général des passionnés aussi, donc c'est pour ça qu'on Hmm. s'entend bien. Je te remercie d'en parler parce que moi j'en connais qui vont vraiment prendre ce que tu partages. Je pense même qu'il y en a peut-être une parmi ces gens-là, tu vois, qui ont alors juste les poils qui se dressent, d'autres je suis sûr qui ont une petite larme à l'œil. Et moi je pense forcément, je vais pas les nommer parce que je sais ils savent que je pense à eux quand je dis ça, mais forcément, dans un parcours de sportif, on les. Alors si on voit un petit peu, tu vois, tu parlais du Tour de France tout à l'heure avec Christian Prudhomme, on voit de plus en plus ces reportages avec la confidence qu'il y a, le lien qu'il y a entre le préparateur, même c'est même pas le préparateur physique, c'est le kiné, c'est l'ostéo, tu vois, ils sont là et puis ils écoutent. Mais cette écoute, Mm. ça permet de libérer, c'est des éponges, tu vois. Et toi, du coup, tu as tes émotions qui sortent, et puis après, ça te libère, quoi. Donc, il n'y a pas juste le Ah bah kiné oui. qui vient prendre Mm. soin du corps, il y a le kiné qui prend soin simplement de l'aspect émotionnel, la charge émotionnelle qu'il peut y avoir sur le sportif. Et ce sont des gens extrêmement précieux dans la performance. Je les salue ici. Merci d'en parler, Exactement. Marie. Ouais. Et puis en plus, tu vois, tu mets un nom dessus. Donc, Clara, voilà, bah écoute, merci parce que tu as contribué aussi à la réussite Mais du c'est pas, enfin palmarès. voilà, tu vois, parce que Ouais, après moi, tout le monde ouais, sait ma relation avec Clara, ouais, ouais. mais voilà, c'est pour nommer quelqu'un, quoi. Mais ces personnes, enfin, tu vois. Ouais. Et puis en plus, c'est ces personnes-là, enfin, les techniciens et les kinés chez nous en ski, c'est Ouais. les dernières personnes que tu vois avant de Uhum. partir en course. C'est eux qui sont Ouais. avec toi au portillon, Ouais. quoi. Un Donc regard du moi, coup, c'est une. les Ouais. dernières étreintes, c'est Ouais. eux qui te mettent dans ta bulle, c'est eux qui t'accompagnent Mm. vraiment dans ces moments qui sont Mm. des moments qui te Mm. libèrent, quoi. Enfin, tu vois, ces moments où après, c'est à toi de jouer. Et Mm. ouais, c'est des personnes, enfin voilà, moi, j'ai énormément de reconnaissance et encore plus pour l'investissement qu'ils ont pour nous, quoi, tu vois. Mm. 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 Eh ben, je pense qu'on va terminer là-dessus, tu vois, parce que c'est assez beau, c'est beau. Finalement, tu nous as emmenés dans plein de coins du monde, tu nous as partagé surtout pas mal de tout le backstage en fait. Ça qui était intéressant, c'est que bon, ok, il suffit de faire Wikipédia ou de demander à ton haut-parleur là, tu sais, je sais pas comment j'utilise pas ça, mais tu sais, le truc à Alexia machin et tout, et puis tu dis bah tiens, donne-moi le palmarès. Qui est Marie Baucher? Alors Arthur Baucher, et non, pas Arthur, Marie Baucher, c'est écrit pas pareil. Qui est Marie Baucher, puis on va voir le palmarès, tu vois. Mais là, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que, évidemment, il y a la famille derrière, il y a tout un collectif, il a parlé des amis, et sur Wikipédia, il n'y a pas tout ça, tu vois. Donc c'est chouette, et puis Mais aussi non, il n'y a toute. pas. Mais non. Tout comme d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la performance, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la réussite, tu vois, le côté un petit peu, alors le mot tarte à la crème, et le mindset qu'il y a derrière. Et on a bien compris, toi, comment tu avais forgé tout ça. Et d'ailleurs, ceux qui nous entendent n'auront pas le plaisir de te voir, mais sur YouTube, on peut tout simplement voir Marie, et puis d'ailleurs, son environnement derrière, on voit que de quel bois tu es fait d'ailleurs. Que j'ai fait moi, c'est beau. Ah, c'est toi qui as fait en plus, bah voilà. C'est une œuvre du confinement, ouais. Ouais, donc ouais, c'est mieux un confinement dans le Beaufort C'est que dans des ça. tours ou je ne sais où. Donc voilà, non mais c'est sûr, faut savoir Mais apprécier d'accord. aussi la simplicité de l'environnement dans lequel on évolue et tu nous as rappelé ça aussi. Marie, est-ce qu'il y avait la dernière chose que tu as envie de partager aux auditeurs, tu vois, voilà, un petit message sur ta suite si on veut suivre, dire, parce que forcément les questions, tu vas faire quoi maintenant? On aimerait trop savoir, il y a plein de choses, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Non, il y a beaucoup de choses. Après, est-ce que Hmm. tu vas les nommer? C'est pas. Mais quand je Mhm. l'ai annoncé à mes partenaires, j'aurais dit le ski c'est fini, mais la vie continue et c'est Mhm. vraiment ça. Et moi, je suis un peu dans ce mode-là aussi. Et voilà, moi, clairement, je suis en train de quitter un milieu qui m'a forgé, qui m'a formé, quelque chose que je connais depuis toute petite. Et pour autant, c'est un peu vertigineux, mais c'est le bon vertige. Tu sais, c'est le vertige Hmm. qui te donne envie d'y aller, quoi. C'est pas le vertige qui te fait peur et qui te fait reculer. Donc, moi, je suis un peu dans ce moment-là. Donc, c'est peut-être partager un peu cette pensée-là de se dire, il y a des moments, il y a des grands sauts qu'il faut faire, mais ça peut aussi bien se passer Hmm. parce qu'il y a eu Hmm. beaucoup de Hmm. réflexions en amont aussi. Et c'est pour ça que Ouais. j'arrive aussi à Hmm. être très détendue. Mais voilà, des fois, il y a des grands sauts qui peuvent être vécus positivement. Donc, moi, je suis dans ce mindset-là en ce moment. Donc Hmm. voilà, je vous le partage.
Eh ben merci. Voilà, c'est un grand saut qui peut faire peur, mais pas oublier que derrière soi, dans son passé de sportif, on a rempli un sacré bagage qui nous permet de s'adapter dans tous ces, voilà, dans tous ces opportunités, on va dire ça comme ça, ces opportunités qui vont arriver. Et toi, tu as su les créer aussi en allant vers les gens, en allant vers les entrepreneurs, et puis d'abord avec papa, et puis ensuite avec d'autres personnes qui sont venues se greffer dans ce collectif. Beau projet, Marie, vraiment excellent. Et on n'a aucun doute sur la suite, même si effectivement, c'est facile à dire de l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne le vit pas de la même façon. Donc, écoute, merci pour tout ça, Marie. Je vais continuer la discussion avec toi, juste sur une question, ce sera en off. Et ça, tu vois, je fais un peu le teasing. Je vais te poser la question, mais tu vas pas y répondre, tu vas bien répondre à moi en off. C'est s'il y avait un sportif ou une sportive ou un entrepreneur que je devais interviewer, tu vois, que tu as vraiment envie d'écouter, ce serait qui? Réponds pas parce que les auditeurs, ils vont entendre la réponse et en fait, je ferai une dédicace à toi lorsque j'interviewerai cette personne. En tout cas, merci à toutes et tous. J'espère que, voilà, je sais pas, j'espère, je suis certain que le parcours de Marie vous a apporté beaucoup d'éléments. Si vous voulez continuer avec elle, vous savez comment. Elle est ouverte sur les réseaux. Et si vous voulez partager avec nous sur Champion de ma vie, n'hésitez pas à liker, partager comme on dit, et vous abonner à la chaîne Champion de ma vie, parce que voilà, derrière les champions de sport, il y a aussi les champions de leur vie. Et Marie, on te remercie pour nous avoir partagé tout ça. Merci Marie. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.